Bienvenue sur On Off, le podcast qui parle sport sur et en dehors du terrain. Bienvenue à tous, on se retrouve pour la première interview, premier podcast. Aujourd'hui, j'accueille Margot Masset, athlète de CrossFit. Bonjour Margot. Bonjour. Rebonjour. Oui. Je voudrais que tu te présentes rapidement, dire qui tu es et ce que tu fais comme sport. Ok, je regarde quelle caméra en fait. Tu me regardes. Ok. Margot Masset. Je suis plus connue sous le nom de son nom de Mango. J'ai 29 ans, je suis née à Saint-Paul-sur-Mer, dans le Nord. À tout moment, je vous fais une petite anecdote ch'ti là, mais On va parler un peu ch'ti. je peux dire 2 phrases, mais vaut mieux pas. Je fais du CrossFit depuis, on va dire 4 ans maintenant. Et avant ça, j'ai fait d'autres sports aussi. On va en parler. Je pense. Qu'est-ce que le CrossFit? Pour la plupart des gens qui ne connaissent pas le CrossFit. Le CrossFit, c'est un entraînement fonctionnel à haute intensité qui utilise des mouvements constamment variés. Maintenant, pour être plus clair là-dessus, je pense pour une personne, pour qu'elle comprenne, on va dire, c'est un mélange de gymnastique, d'haltérophilie, de cardio. Moi, je dis simplement, faut être bon en tout, en fait. Très bien. Simple et efficace. Alors, on va revenir un peu du coup sur ton surnom. Pourquoi on t'appelle Mango? C'est venu à Bali. En fait, j'ai appris à surfer à Bali et j'ai mon coach du coup de surf qui me disait à chaque fois Mango waves pour dire qu'il fallait que je prenne la vague. Et à la fin de la session, je lui dis écoute, t'es super cool et tout, j'ai adoré, mais mon prénom c'est Margot, c'est pas Mango. Il me fait oui, je sais, Mango. Et j'étais là en mode bon, il fait l'effort, mais je sentais qu'il n'arrivait pas à dire mon prénom en fait, simplement avec son accent. Et là, il me regarde et fait But mango is nice and sweet. C'est quand même, c'est un fruit que tout le monde adore. C'est toi et tout. Et j'ai fait, tu sais quoi? C'est plutôt cool. J'aime bien en fait cette approche. Et comme j'ai vécu du coup à l'étranger, les personnes n'arrivaient pas à dire mon prénom comme il fallait. Le R il était compliqué. Et je supportais pas qu'on m'appelait Mago, quelque chose comme ça, parce que Mago en français ça veut dire ma girl quoi. Et moi je suis la girl de personne. Et du coup en fait Mango ça a été un peu mon prénom international où je me suis dit tout le monde peut le dire de la bonne façon et je trouve ça mignon. C'est vrai. Juste pour la petite anecdote, ma fille est gardée par sa grand-mère et elle garde une autre petite fille qui s'appelle Margot et elle dit tout le temps Mango. Donc je pense que c'est normal. Il y a une logique à Mango. On va revenir un peu sur le tout début. Donc on va partir de ta naissance jusqu'à maintenant. Et je voulais avoir un peu tes premiers ressentis par rapport au sport quand tu étais enfant. C'est quoi tes premiers souvenirs? Ouais, j'ai toujours aimé gagner. C'est quelque chose, moi à chaque fois que j'ai fait le sport c'était pour être la première, ça c'est sûr. Mes premiers souvenirs ça serait à la gymnastique, évidemment, les petits galas avec Aline et puis Mélanie. Et ensuite, des bons souvenirs aussi de gymnastique avec Mathilde un petit peu plus tard. Il faut savoir que c'est assez drôle parce que c'est des amis qui sont restés mes amis aujourd'hui. Je les connais depuis l'âge de 3 ans quasiment, donc ça crée des liens, excusez-moi, assez forts. Euh, j'ai ces souvenirs-là de faire de la gymnastique en gala et aussi euh, de, euh, d'avoir vraiment une passion directement pour ce sport. Et ensuite, forcément, là, tu me parles des premiers souvenirs, donc c'est cela. Après, il y a les compétitions, etc., qui viennent aussi. Et sinon, plus à l'école, du coup, ça serait vraiment le foot. J'ai adoré, en fait, courir le plus vite possible. Je crois que la balle, je m'en foutais. Mais du coup, c'était la contre-attaque que j'adorais faire. Et les garçons me prenaient toujours dans leur équipe parce que j'étais douée pour ça, ouais, c'était cool. Est-ce que c'est ta maman qui t'a mis à la gymnastique et papa au football ou c'est de toi-même que tu as voulu J'ai tenter? pas fait de foot. Quand je dis du foot, c'est vraiment à la cour de récréation. Oui, non, mais quand je parle... Oui. Euh, Mes parents m'ont mis dans le sport. Mon papa était hockeyeur, enfin, il faisait du hockey sur glace. Et ma maman faisait du basket quand elle était jeune. Ma soeur faisait de la gym. Et ils m'ont mis à la gym, ouais, quand j'avais 3 ans. Je pense qu'ils avaient besoin de canaliser cette petite fille déjà bien dynamique. Un peu trop d'énergie? Ouais, énormément. Quand j'avais les vacances, ma maman me disait pourvu que les vacances s'arrêtent, j'ai hâte que tu retournes au sport. Ça m'étonne pas. Du coup, quand tu étais jeune, est-ce que tu avais, je sais pas, une idole dans le sport, quelqu'un qui t'impressionnait et que tu voulais être comme lui ou elle? Oui, et après, j'ai jamais eu vraiment le sentiment de vouloir être comme quelqu'un. Mais par contre, j'ai vraiment, oui, eu des personnes qui m'ont inspirée. Je dirais plutôt ça. Moi, j'ai eu une Asia Lukin.
pour celles qui ont fait de la gymnastique, je pense qu'ils vont la connaître. C'est une américaine, une blonde, peut-être aussi que je me suis un petit peu retrouvée en elle. Mais sauf qu'elle a gagné les Jeux Olympiques en gymnastique, elle était très très forte. Mais c'était pas que pour ça, c'était parce qu'en gymnastique, c'était une des seules gymnastes à être très forte en avant, plus qu'en arrière, dans les mouvements arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple, elle était plus forte à faire des doubles saltos avant que des doubles saltos arrière. Elle était moins impressionnante de ce point de vue-là. Et en fait, ces figures, du coup, donnaient plus de points. Et en fait, je me suis retrouvée en elle parce que moi, en gymnastique, je faisais partie de ces peu de personnes, au final, qui étaient plus à l'aise en avant qu'en arrière. Pour moi, la gymnastique, c'est un peu le sport de la rigueur. Oui, Parce il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et est-ce que cet esprit de rigueur t'a suivi tout au long de ta carrière sportive? bien sûr. Je suis complètement d'accord avec toi. En plus, j'ai été suivie par des Roumaines, moi, à la fin de ma carrière. Et j'en suis très reconnaissante. C'est vrai que ça a été très, très dur. J'ai vu des filles arrêter en cours d'année. J'ai vu des filles pleurer à chaque entraînement. C'était pas évident. Elles insultaient certaines de mes coéquipières en plein milieu du praticable, dans une salle remplie de personnes en pleine compétition. Une fois que le sol était fini, par exemple, en leur disant, espèce de ours qui hiberne, il va falloir que tu perdes 5 kilos, c'est sûr. Il y a vraiment, c'était pas facile, je pense, mais par contre, dès cet âge-là, je pense, te forges un énorme caractère. À côté de ça, je leur en suis très reconnaissante parce que euh, moi, j'ai vu plutôt le positif de cette expérience. Après, évidemment, ma maman voulait pas me voir à l'entraînement. Parce que je pense que pour toute maman, c'est difficile de voir sa fille parfois au bout du bout du bout et en fait, voir qu'il y a une personne autre que ta famille qui va en plus euh, lui demander de faire des choses aberrantes à ce moment-là. J'ai vu une personne en plâtre faire des soleils en barre. Tu te dis, mais si elle tombe mal, qu'est-ce qui se passe? Des choses comme ça. C'est vrai il y avait des choses qui n'étaient pas forcément évidentes, mais de mon point de vue à moi, je pense pas que je serais la personne que je suis aujourd'hui sans ces personnes-là. Donc, d'où le fait que je leur en suis très reconnaissante. Et moi, j'ai adoré. J'ai adoré travailler de ce point de vue-là. Après, je trouve que j'ai jamais autant progressé que mes 2 dernières années avec elle. C'est juste que j'ai décidé d'arrêter parce que je m'étais dit à 16 ans, si je suis pas en équipe de France, j'arrête. Déjà à cet âge-là, j'avais cet état d'esprit-là. Et du coup, toi, par rapport à ce que tu viens de nous raconter, est-ce que tu as vécu des choses personnelles où un coach t'a potentiellement crié dessus? Quand on est jeune, on n'a pas la même réflexion qu'on peut avoir à un âge Bien sûr. adulte. Bien sûr. Euh, mais j'avais confiance en elles. C'était des femmes. Je pense que j'avais plus confiance en des femmes qu'en des hommes à cette époque-là déjà aussi. Euh, Ça serait mentir que de dire que dans le sport, tout est rose. Je pense que dans la gymnastique, encore plus parce que c'est quand même un sport où on touche beaucoup les femmes, les filles. Euh, et je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'affaire Simon Biles, Fallait en parler. ouais, voilà. Bah oui, c'est ce qui s'est passé aussi pour moi. J'avais 12 ans. Ouais, tu avais 12 ans. Et du coup, c'est un peu compliqué à exprimer ces choses-là, par exemple, avec ses parents. Bah, en fait, il m'est arrivé une autre violence sexuelle que j'ai vécue juste avant les qualifs de Dubaï. Et en fait, ça a remué en moi, je pense, ces souvenirs et cette expérience que j'ai essayé de taire pendant toutes ces années. Donc, ça fait 17 ans. Ça a duré à peu près 1 an ou 2 quand j'étais jeune, entre 12 et 14 ans. Et, euh, et je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur le après aussi. Parce que je me suis tue pendant 17 ans. J'ai parlé avec ma famille pendant les vacances de Noël, là, pour la première fois vraiment. Et ça crée un fossé entre toi et ta famille. Parce que inconsciemment, toi, en tant que fille, en tant que femme, et fille, parce que du coup, entre tes 12 ans et tes 29 ans, t'es plus la même personne non plus. T'en veux inconsciemment à tes parents, mais inconsciemment. Parce que tu en veux de ne pas avoir été protégée à un moment de ta vie où tu avais eu besoin d'être protégée, je pense. Chose que moi, je ne leur veux pas personnellement.
parce qu'ils n'étaient pas au courant, parce qu'ils auraient rien pu. Enfin, Est-ce qu'il y a un sentiment d'un peu de honte et du coup de rien dire il y ou... a tellement de sentiments qui ressortent de ça. Ils détruisent. Il y a une partie de toi qui est détruite. Moi, à 12 ans, j'avais plus du tout de. J'ai perdu toute innocence. Oui, j'ai été détruite. Et du coup, ce coach-là, il est où maintenant? Euh, du coup, c'est ça qui est encore pire, je pense, dans ça, c'est que je pense sincèrement que c'est une maladie d'être. Ce qu'il faut dire des choses telles qu'elles sont, c'est des pervers et des comment dire, ils sont malades en fait. C'est une maladie parce que ces personnes-là vont forcément recommencer. Et quand tu as 12-14 ans, tu te poses la question et tu te dis est-ce que je dois en parler ou quoi? Et qu'en même temps, c'est très difficile parce qu'en fait, il te fait les choses à toi et tu t'en rends pas vraiment compte. Parce qu'il y a l'aspect manipulation qu'il y a derrière. J'ai vécu des chantages sexuels entre mes 12 et mes 14 ans. T'as pas du tout la même vision des choses qu'une fille de cet âge-là. Tu te vois toi-même comme une poupée, en fait. Et je pense que c'est tout ce qui. L'acte en lui-même est horrible. Les actions sont comment dire, dégueulasses. Mais je crois qu'on n'appuie pas exact sur ce qu'il faut aussi là-dessus, c'est-à-dire sur ce qui se passe après. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais de ça? Il n'y a pas d'encadrement pour... Donc Enfin, moi, tu ce qui m'a estimes que... permis, ce qui m'a permis de me rendre compte, c'est que quand il l'a fait sur une amie à moi, c'est là où je m'en suis rendu compte. Sur moi, en fait, j'arrivais pas à m'en rendre compte. Parce qu'il y a tout un chantage derrière, il y a une manipulation. Tu te penses être l'élu. Tu te penses à 12 ans. Entre 12 et 14 ans, tu te dis, bah, je suis la préférée, je suis la plus belle, je suis la plus forte. Ils jouent là-dessus. Et tu peux en parler à personne. Et ils le font, hein, ils le savent très bien quoi, quand le faire. Dans un moment de vulnérabilité, je venais de perdre mon grand-père. J'étais, c'était la plus grosse perte à ce moment-là de ma vie. Et encore aujourd'hui, c'est une grande perte pour moi. Et il l'a su, il le savait. Quand c'était mon ami, à ce moment-là, c'était très difficile avec ses parents aussi. Il savait qu'il y avait un fossé entre ça, entre elle et sa famille. Donc c'était aussi un moment pour lui de pouvoir jouer là-dessus. Quant à la personne qui m'a fait ça juste avant le Dubaï, les Calives, c'est une personne qui a joué sur le fait que je venais d'arriver dans une nouvelle ville, que je connaissais personne. C'était mon seul repère ici. D'accord, donc ça s'est reproduit il y a Mm. très peu de temps. Ouais, ça a été pour moi j'ai fait un post il y a pas longtemps et j'ai aujourd'hui j'ai besoin de parler, je pense, parce que c'est même pas que pour moi, je pense que c'est pour toutes les personnes, malheureusement. Il y a des femmes qui ont vu un petit peu, qui ont compris entre les lignes, qui sont venues me parler, qui m'ont dit: «Bah, moi aussi, j'ai eu ça» et cetera. Je trouve ça tellement aberrant, je trouve ça répugnant, ces hommes qui font ça, ils viennent du ventre d'une femme. Sans elle, ils seraient rien et je trouve ça fou qu'ils puissent le faire et qu'ils le refont. C'est des prédateurs. Les prédateurs continuent. C'est quel film que tu avais rencontré, j'en sais rien, moi, au sport, Ouais. en ville? C'est pour ça que j'en parle aussi, c'est qu'il faut vraiment faire attention dans le sport. Hem, c'est, ces 2 personnes-là étaient dans le sport, oui. Ils n'ont pas le même, statut professionnel, mais ils utiliseront forcément un statut, soit social, soit professionnel qui est un peu plus élevé ou quoi que ce soit pour essayer de se donner une une, une puissance. Ouais, non, mais c'est un fléau. Je, avec tout ce qu'on entend à la radio, à la télé, le monde ne va pas bien. Non, je pense qu'on se rend pas compte aussi que ces femmes-là sont, comme je l'ai dit, on est détruites, en fait. Ce que j'ai fait après, enfin, ce que j'ai fait après, mes 12 ans et jusqu'à maintenant, avant de me rendre compte, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a une partie de notre âme qui part de nous à ce moment-là. Là, tu te crées une carapace où potentiellement tu veux plus de contact avec la jante masculine ou tu fais Au avec. contraire, justement. Ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des personnes, moi je connais une fille qui a eu justement, un problème comme ça et qui a justement arrêté tout contact avec, les hommes. Moi, ça a été, je pense le contraire, je me suis fait du mal, clairement. Je pense que je me suis manqué de respect complètement sur certains points et aujourd'hui, j'ai besoin de me préserver, j'ai besoin de me protéger, j'ai besoin
d'accepter qu'on puisse m'aimer tel que je suis et pas pour mon physique. Ou quand, quand, quand dès ton plus jeune âge, tu as une notion de toi qui est, oui, comme une poupée sexuelle, je pense que un gros travail à faire après. Donc là, je suis suivie. Mais j'ai 29 ans. Il m'a fallu tout ce temps pour comprendre et pour avoir des flashbacks, pour accepter de... Je pense que j'aurais pas eu cette dernière expérience avant les Dubaï, ce qui est horrible. J'aurais aimé ne pas la vivre. Mais d'un côté, ça a été pour moi... J'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait qu'il y avait un truc qui allait pas. Et t'es allé porter plainte ou pas? Je vais le faire. Je pense qu'il faut le Je faire pense parce que ces gens-là, après, ils pensent qu'ils sont en toute impunité, peuvent faire ce qu'ils veulent. Et en fait, plus il y aura de libération de la parole, et je pense plus les gens s'arrêteront peut-être de faire ça. J'ai commencé à... J'ai déjà... Comment dire? J'ai passé le cap. C'est-à-dire, Bah déjà, d'en parler là, ouais. je pense que c'est déjà un cap. Donc, l'étape suivante, l'étape logique, c'est d'aller porter plainte. Oui, bien sûr, là, ça y est, j'ai enfin réuni la force nécessaire. Et en fait, il faut savoir aussi qu'on essaye d'oublier les choses. Donc, on se sent... Il y a beaucoup de sentiments en nous, en fait. C'est comme si on se dit, mais ça s'est pas vraiment passé. Ou... Parce que notre cerveau nous protège. On n'est pas stupide. C'est juste que notre cerveau nous protège. Il ne veut pas qu'on se souvienne de ce genre de choses. Jusqu'au jour où tu prends un peu conscience. Et là, il y a vraiment comment dire, toutes ces émotions. Et ton corps te le dit. Moi, quand ça m'est arrivé la dernière fois, c'était en fin août, début septembre. Et pendant 1 mois et demi, c'est comme si c'était rien passé. Mais vraiment. Je pouvais même revoir la personne et il n'y avait pas de souci pour moi. Et un jour, je ne peux pas expliquer. C'était mon corps. Il se met à trembler, tu fais des crises de panique et là, tu comprends tout. Tu as ton flashback et tu te dis, mais il s'est passé ça, c'est pas possible. Non, c'est... Et là, tu comprends que c'est un monstre, quoi. Enfin, c'est une personne qui t'a voulu du mal, qui a voulu te détruire d'une certaine manière. Et je pense que oui, malheureusement, ces personnes continueront de le faire. Et je pense que c'est aussi dur pour nous en tant que femmes parce qu'on vit avec cette culpabilité de se dire, est-ce que je vais être assez forte pour le dire? Parce que moi, dès mes 14 ans, j'avais en tête de me dire, en fait, je suis de moins que rien, j'ai pas été capable d'en parler à qui que ce soit. Mon amie et moi, on s'était fait un deal toutes les deux. Elle m'avait dit, je ne veux pas que mes parents soient au courant. Et pour moi, c'était un respect pour elle de lui dire, ok, je ne trahirai pas ta confiance. Parce que je venais déjà d'être trahie par une personne qui, pour moi, était un repère à ce moment-là. Je ne voulais pas, en plus de ça, trahir une sœur pour moi, une amie, quoi. Je veux dire, c'était vraiment... Et du coup, on n'en a pas parlé. Et c'est vrai que toute mon adolescence, même encore jusqu'à il y a pas longtemps, je me suis dit, est-ce que c'est de ma faute qu'il a recommencé? Parce qu'il a recommencé. Il y a une personne qui m'a contactée dans l'autre club où il a été, et en effet, il a recommencé. Et là, tu te dis, tu vis quand même avec un gros fardeau sur les épaules assez jeune, quoi. Je voulais revenir un peu là-dessus, du coup, avec cette carapace que tu t'es créée. Je suppose que dans la gymnastique, il y a plus d'échecs que de victoires. Comment tu réagis du coup par rapport à ces échecs de non-performance, de non-qualification, peut-être avec cette carapace et ce fardeau que tu peux avoir un peu au-dessus de tes épaules? Comme je l'ai expliqué, tu as un peu ton âme qui est sortie de toi, donc en fait, pour être honnête avec toi, quand cette personne elle est partie du coup, parce qu'il y avait quand même eu des rumeurs, on n'a rien dit nous, hein, donc c'était même pas avec nous. En fait, je me suis retrouvée à être entraînée par sa femme pendant 2 ans. C'était ça. Donc moi, j'avais toujours, en fait, il était toujours là, en fait. Il n'était pas là physiquement, mais il était toujours là. Notre amie, elle avait arrêté à ce moment-là. Et sa femme avait des soupçons ou... Absolument pas. Et moi, j'avais cette culpabilité de me dire, elle était enceinte aussi. Et donc, ouais, t'as encore plus... quand j'ai appris que c'était des filles, c'est là où pour moi, ça a été... Mais encore une fois, je pense que c'est des sentiments qu'on ne devrait pas recevoir quand on est enfant ou même jamais recevoir du tout. Est-ce que
comment dire, je serais la femme que je suis aujourd'hui sans avoir vécu tout ça, non. J'aurais préféré ne pas le vivre, mais d'un côté, je serais pas. On me dit souvent, oh Margot, t'es souvent dans le dur quand t'es dans l'entraînement, tu n'aimes pas trop envie de parler, etc. et tout. Moi, c'est mon échappatoire, en fait. C'est-à-dire que maintenant, quand on comprend mon histoire, on peut. Oui, c'est sûr que le sport m'a sauvé la vie. Le sport m'a sauvé la vie. Je me permets, à chaque fois que tu te lances dans un truc, du coup, tu le fais à fond, Ouais. tu te focuses à fond pour oublier potentiellement. Complètement. Est-ce que c'est un mécanisme de défense? Complètement. Par contre, c'est un bon mécanisme de défense. Il vaut mieux ça que se mettre dans la drogue, chose que je n'ai jamais fait. Non, mais t'aurais pu J'aurais- sombrer dans la Par drogue. contre, mais est-ce que j'ai eu des idées de sombrer dans des choses? Bien sûr. Et là, quand t'es de Dubaï, parce qu'en fait, quand ça m'est arrivé avant d'être Dubaï, comme j'ai dit, j'ai mis un mois et demi à peu près à me rendre compte. C'est mon corps qui s'en est rendu compte. Et après, tout est venu aussi direct dans ma tête, en fait, tout simplement. Ça a été, et là, quand un mois et demi plus tard, tu te rends compte de ce genre de choses et que tu as tout ce trauma qui revient, c'est lourd. Et tu as les qualifs de Dubaï qui arrivent. Et là, ça a été très dur. Du coup, pour clore un peu ce sentiment de ce qui s'est passé, t'arrêtes la gym, tu pars sur quoi après? Qu'est-ce que tu fais? Mais là, en fait, même pendant la gym, bon, j'en ai quand même fait un bon niveau, mais je faisais à peu près quasiment 30 heures de gym par semaine à la fin. Mais par contre, je sais plus c'était quand exactement, mais j'ai fait un an de basket. J'aimais beaucoup. Du coup, l'aspect d'équipe, Ouais. est-ce que ça change quelque chose quand tu viens de l'individuel? Ouais, moi j'ai beaucoup souffert de la jalousie. Je suis arrivée au basket, je courais très vite. Et je pense que la gymnastique m'a donné énormément de facilité à comprendre les choses rapidement dans le sport. Je pense qu'on est un petit peu champion ou pas dans notre façon de voir les choses. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Comme on peut naître leader aussi, tu vois, ou on ne l'est pas. Mais on ne l'apprend pas, ça, pour moi. Par contre, ça ne veut pas dire que tu seras champion. Parce que tu peux avoir le mindset d'un champion et ne rien faire pour être champion. Et dans ces cas-là, à un moment donné, de toute façon, le talent, il t'emmènera plus au niveau. Mais par contre, je pense que si tu nais champion et qu'en plus de ça, tu fais en sorte de vouloir l'être, je pense qu'il y a des gens, oui, qui sont voués à l'être plus que d'autres. On n'apprend pas forcément ce genre de choses à tout le monde. Tu peux pas l'apprendre. Et est-ce que tu penses que ces choses-là peuvent arriver un peu sur le tard? Est-ce que toi, tu as eu cette mentalité rapidement dans ton enfance ou elle est arrivée avec cette expérience malheureuse que tu as eue ou après en te disant maintenant je vais tout donner, je vais essayer d'être la meilleure dans chaque domaine dans lequel je vais Non, aller? je pense que ça a été vraiment, comme je dis, je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Mes parents me le diront tout le temps. J'ai toujours voulu être meilleure que tout le monde. J'ai toujours cherché à comprendre. C'est-à-dire que si t'as été meilleure que moi ici, pourquoi? Pourquoi? Tu vois, il y a forcément quelque chose. Je veux comprendre. Et ben, je travaillerai là-dessus. Mais j'avais déjà cette faculté à voir les choses. Après, cette expérience, forcément, m'a amené à, je pense, me devenir un peu, pas obsédée, mais à acharner, je pense, encore plus par le travail, pour justement avoir un échappatoire. Et c'est en ça où je dis que d'un côté, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et je suis pas là pour pleurer ou pour comment dire, me victimiser. Au contraire, je pense que cette force, elle est... comment tu veux avoir peur après? Ouais, après, tu traces ta route et tu essaies d'aller le plus loin possible. Ouais. D'où, par contre, ça peut être un peu péjoratif, moi. Flo, il en a marre des fois. Hein. Je pars toujours rapide. Flo, c'est son coach. Ouais, moi. Flo, c'est vrai que je pars toujours rapide. J'ai du mal à gérer. J'ai du mal à gérer tout ça. Même encore maintenant. C'est encore quelque chose qu'il faut que je travaille. Sur un sprint, ça va. Mais sur un effort un peu plus long, il y a du mal à ce que je garde, par exemple, ma zone 2 sur 1 heure de footing. Non, je vais toujours vouloir aller plus loin. Donc, il y a quand même des choses où j'arrive à canaliser. Et pour se canaliser, est-ce que tu as
des techniques, des méthodes que tu mets en place pour te focus encore plus, enfin, pour être encore plus dans la concentration? Alors là, c'est deux choses différentes. Là, je parlais de canaliser mon effort. Toi, tu parles plutôt de me canaliser, je pense, mon aspect mental. Et je pense que c'est lié. Parce que si tu arrives à te connaître, Mhm. tu peux savoir que tu vas arriver dans une zone peut-être un peu rouge. Oui. Et plus tu te connais peut-être à l'intérieur, plus tu sais que physiquement, tu es capable d'aller là ou là, redescendre un peu en intensité. Oui, alors, je vois ce que tu veux dire, mais d'un côté, moi, dans mon tempérament, c'est plus que... comme je le dis, comme c'est mon échappatoire, j'aurais tendance, même quand je dois être un petit peu bas, à toujours vouloir un peu lâcher un peu mes émotions, lâcher tout ce que j'ai en moi et juste... enfin, ça me fait du bien, en fait, simplement. Par contre, l'aspect mental, oui, forcément, il est hyper important et je travaille avec des personnes incroyables qui m'ont permis justement aujourd'hui d'être capable de vous parler de ça comme ça. Et je parle de Armel, de Alessandro, d'autres personnes aussi qui travaillent avec eux, qui m'ont permis d'avoir des techniques aussi euh, de respiration. Est-ce que tu peux nous en donner une, juste pour expliquer un peu comment Ouais. ça fonctionne? Moi, il y a une technique de respiration qui m'a énormément aidée parce que je suis très impulsive et que des fois, il faut juste me calmer. C'est genre, par exemple, je vais essayer d'être dans un endroit où je me sens bien. Je vais inspirer très fort sur 3. Je vais tenir sur 3 et je vais expirer sur 3 en essayant de vraiment sentir que, comment dire, mes côtes, elles ressortent le plus possible. Que c'est pas au niveau de mes épaules que je vais prendre, justement, au contraire. C'est plus au niveau du ventre, une respiration aussi, donc une respiration plus profonde. Je vais le faire le temps que j'ai besoin de le faire. Et moi, j'ai remarqué que mes performances sont bien meilleures quand j'ai le temps de méditer avant. Parce que je suis une boule d'énergie. Je suis une viking. Ah, je suis énervée tout le temps. J'ai cette rage en moi. Mais cette rage, elle est d'autant plus dangereuse quand je suis calme avant. Parce que du coup, je peux vraiment la déployer au bon moment. Et c'est quelque chose que tu fais un peu avant l'effort, ou une heure et demie avant, ou le Le matin? matin, quand je me réveille, par exemple. Le matin, je vais me réveiller. Je sais que j'ai une grosse journée, j'ai une compétition, par exemple, ou j'ai quelque chose d'assez important. Bah, par exemple, la dernière fois, quand j'ai fait une compétition d'haltérophilie, j'ai emmené Rogue, mon chat, avec moi et j'ai médité avec lui parce que j'allais dire une personne. C'est un chat, mais c'est mon animal avec qui je me sens très bien aussi et on a médité tous les deux dans la salle. J'ai fait ça pendant, je vais dire 1 heure, mais c'est pas 1 heure de méditation. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être, je vais méditer 5 à 10 minutes de façon profonde, mais après, je vais prendre le temps que j'ai besoin pour être calme, pour être dans un endroit où je me sens en protection. Je pense que c'est le mot qu'il faut. Il faut se sentir protégé. Et quand tu te sens protégé, tu te sens bien. Après, tu peux déployer tout ce que tu as en toi. Quand après la méditation, pour rester calme, t'écoutes de la musique, ou vraiment, entre guillemets, tu te mets dans ta bulle et là, il n'y a plus rien qui rentre? Il y a plusieurs façons de méditer. La façon de méditer pour moi ne sera pas forcément la meilleure façon pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, méditer, donc ça passe par la respiration au départ. Une fois que j'ai trouvé cette respiration, que je me sens bien, que je me sens comme je dis, dans un endroit sain, quand j'ai un endroit sain, c'est ma bulle, c'est ma propre bulle. Et là, j'ai besoin, ouais, en effet, d'être seule avec le Rogue, mais parce que je sais qu'il va pas entraver mon espace personnel. Et après, c'est vrai, mais après, je vais écouter ma musique. Et souvent, quand je médite, moi, je m'étire. J'ai besoin de m'étirer parce que j'ai fait de la gym et j'ai toujours eu besoin d'avoir un contact avec mon corps qui est important. J'ai une sensibilité énorme, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est les gens, ils ont du mal à voir que je suis très sensible. Je suis très sensible. Et cette sensibilité me permet de ressentir toutes les sensations. Enfin, énormément. Je voulais revenir un peu avant. Mhm. D'après ce que j'ai compris, tu es parti au Canada et en Australie. Ouais. Pourquoi partir aussi loin? Une envie de lâcher prise, de pas repartir à zéro? Ouais. Ouais, je pense que, en fait, j'avais pas vraiment de réponse à ça avant. Et maintenant que j'ai eu cette prise de conscience énorme de ce que j'ai dit juste avant, je pense que ça paraît tout à fait évident. En fait, je pense que j'ai eu besoin un peu de fuir tout ça.
de, de, j'ai besoin de liberté et j'ai toujours su que je voulais partir. J'aime ma famille plus que tout. J'aime mes parents énormément. J'ai la chance d'avoir des parents comme j'ai. On n'est clairement pas une famille normale, mais qu'est-ce qu'une famille normale? Avec ma sœur aussi, mais on a vécu des épreuves vraiment très fortes ensemble. Et ouais, je trouve ça très beau. Mais j'ai toujours su que j'avais pas peur d'être loin d'eux. Parce que, alors je les appelais quasiment tous les jours. J'avais besoin de parler un peu français de temps en temps parce que je parlais tout le temps en anglais là-bas. J'ai fait exprès. T'as appris l'anglais là-bas ou t'as appris déjà avant? J'ai pas mal de culot, hein. Je vais pas vous mentir et je pense que quand on veut réussir dans la vie, c'est ce qu'il faut. Mais ouais, j'avais une notion d'anglais, j'ai toujours aimé l'anglais, donc je parlais bien l'anglais. De là à dire que j'étais bilingue, non. Mais quand je dis que j'ai eu du culot, c'est que j'étais là-bas. Je leur disais, oui, oui, je suis bilingue et tout, etc. Je travaillais pour le centre d'art directement. Je savais pas forcément parler anglais comme il fallait. En une semaine, je pense que ça y est. T'as pas le choix, en fait. T'es dans le dur, t'es dans le jus, t'es obligé, en fait. Et, et c'est ce qui m'a permis je pense, de devenir bilingue assez rapidement. T'as pas d'échappatoire de dire comment on dit ça? Est-ce que je peux le demander à mon client ou est-ce que je peux demander à mon collègue? Ils sont tous soit australiens, soit ils viennent d'un autre pays, mais ils viennent pas de la France. J'avais pas de français avec moi, et heureusement. J'ai essayé de jouer le jeu un maximum. Alors ça, je peux comprendre, parce que moi aussi, je suis parti 1 an en Australie. On s'est retrouvés, enfin, on s'est pas retrouvés, mais on a vécu quasiment au même endroit à quelques ça, années c'est fou, hein. d'intervalle. Et c'est vrai, quand on est au pied du mur, moi, je parlais pas du tout anglais, mais vraiment, j'étais vraiment très très nul. Quand on se retrouve au pied du mur, C'est fou comme ça vient. Oui. on est obligé. Mm, mm. Et ben, le cerveau réfléchit en anglais et tout de suite, eh ben, on va s'ouvrir aux autres parce que T'as pas aller dans un autre pays sans parler la langue, tu peux rien faire. Tu vois, là. C'est parler avec les Puis mains, d'un c'est bien. côté, t'es Tu chez parles pas. eux. D'un côté, t'es chez eux, donc tu peux pas non plus. Enfin, tu sais que t'as pas le choix finalement. Tu vas pas dire, bah non, je vais continuer à parler français, puis un jour vous allez comprendre. Ouais, non, et je voulais revenir un peu sur ce côté australien. Quand tu arrives en Australie, euh, moi qui ai vécu aussi, la mentalité est totalement différente de la France. Les gens sont accueillants, Ouais, ils font du sport, vraiment. Alors, je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, c'est une les gens vibe, qui hein. sont allés en Australie, euh, les hommes sont tous baraqués. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis, ah, je vais peut-être me lancer dans le fitness? En voyant les hommes super Non, baraques. enfin, non, mais tu vois, de dire, bah, il y a une mentalité de, je vais faire du sport qu'on a peut-être Ok. moins en France, de dire, bah, je vais me lancer, je me lance plus dans le fitness et après, potentiellement, dans le CrossFit, on va y venir après. Ok, tout à l'heure, quand on a parlé des sports, j'ai dit que j'ai fait du basket, j'en ai fait pendant 1 an. Après, j'ai fait de l'athlétisme quand même, et pendant 5 ans. Et donc, du coup, avant l'Australie, quand j'étais au Canada, j'ai été prise déjà pour être à tête dans l'université de McGill, à Montréal. Et ensuite, quand je suis arrivée en Australie, c'était juste après le Canada, du coup, je faisais toujours de l'athlétisme. Et là, j'étais avec Peter Fortune, donc j'étais avec le pôle de Melbourne. Il y en a 3 qui ont fait les Jeux Olympiques. C'était vraiment incroyable. C'était une super expérience. J'ai toujours été dans le sport quand je suis arrivée en Australie. Je pense pas que c'est l'Australie qui m'a donné envie de faire du sport parce que j'ai toujours été dedans. Par contre, oui, c'est une vibe, hein. Faut y aller, faut le voir, pour le croire. Et, euh, et c'est vrai que, par contre, c'est la première fois qu'on m'a vraiment parlé de CrossFit et qu'on m'a toujours dit, mais Margot, t'as fait de la gym, t'as fait de l'athlé, enfin, tu fais de l'athlé, mais tu devrais faire du CrossFit. Euh, la mentalité en Australie, moi, je l'ai trouvée géniale. Hein, c'est quelque chose où je me suis sentie vraiment à l'aise, je me suis sentie, je pense, comprise pour la première fois. J'aime mon pays, j'aime la France, mais, je me sens pas du tout, comment dire, je pense pas, je me sens pas comprise telle que je suis, ou pas forcément acceptée de la façon où j'ai été acceptée là-bas. Je pense que là-bas, en fait, ils ont une notion de... En fait, c'est comme si ma mentalité était la même. En fait, je me suis dit, mais quand je dis accepter, c'est pas physiquement, ça, je m'en fous, ou quoi que ce soit. C'est vraiment en tant que personne, je veux dire, en tant qu'entité. Et je suis arrivée là-bas, et les gens, ils m'ont dit, quoi, tu veux faire ça? Parce que moi, je suis passionnée de cinéma et de sport. Et depuis mon plus jeune âge, je voulais soit être actrice, soit représenter mon pays. Ah, mais ça a toujours été comme ça. Je pense, dès le collège. Et en France, on m'a toujours dit, non mais quoi qu'il arrive, que tu es actrice ou représenter ton pays dans un sport,
un athlète de haut niveau, finalement. J'avais pas le mot d'athlète de haut niveau à ce moment-là, mais finalement, c'était ça. Mais on me dit tout le temps, mais c'est impossible, Margot, pourquoi tu choisis pas, je sais pas, moi, un métier que je peux vraiment faire? Et moi, je leur disais, mais c'est quoi un métier qu'on peut vraiment faire? Pourquoi est-ce que, si lui, il a réussi, pourquoi est-ce que moi, je peux réussir, en fait? Parce qu'il y en a des sportifs de haut niveau, il y en a des acteurs. Il y a pas mal de... Enfin, la différence entre la France et les États-Unis, et l'Australie, Mais tu peux comparer un peu. bah, je pense que quand tu allé au Canada, Oh, le reste, c'est complètement. t'as Les pris choses cette mentalité américaine, voilà. Complètement. Et du coup, en Australie, c'est exactement la même. Et moi, j'ai des souvenirs d'Australie où moi, j'étais passionné de musique électronique. Ouais. Et donc, je me suis dit, bah, je vais démarcher tous les bars et toutes les boîtes de Melbourne pour pouvoir mixer. Parce qu'en France, même pour le faire gratuitement, c'était impossible. Ouais. Du coup, là-bas, je me suis dit, bah, allez, je vais prendre mes petits CV, je vais les distribuer de partout. Et le problème de l'Australie aussi, c'est que les gens savent pas dire non. Donc, ils vont te dire, oui, on va travailler ensemble. Il y a des choses négatives, c'est sûr. Voilà. Il faut le dire aussi, mais ils vont te dire continue. Ouais. Ils vont pas te dire. Ils vont pas te casser. Voilà. Par exemple, je vais comparer, je pense vraiment le Canada et l'Australie, mais par exemple, je sais pas, les personnes ont été directement genre ah mais t'es forte en ça, mais c'est génial, genre bravo quoi. Ils avaient vraiment une estime et ils étaient impressionnés, mais dans le bon sens. C'est-à-dire jamais de jalousie, chose qu'en France, c'est un des sentiments les pires, je pense. Que les personnes peuvent avoir et ce qu'ils peuvent faire avec. À cause d'un manque de confiance en eux. Hein. Je vais pas faire une psychanalyse, mais par contre, au Canada et en Australie, par exemple, quand j'arrivais au Canada en athlétisme, ils me mettaient 3 à 5 mètres derrière parce qu'ils savaient que j'avais un départ tellement explosif que moi, je pouvais les pousser parce que moi, mon intérêt, c'était de les rattraper. Et eux, c'était que je les rattrape pas. En France, c'est très mal vu. En France, c'est genre, mais tu te prends pour qui, par exemple, tu vois sauf que je l'aurais pas fait de moi-même. Mais je veux dire, tu sentirais que ce serait plutôt ce sentiment-là. Alors qu'au Canada, c'est le coach qui m'a demandé de faire ça. Et toutes les personnes qui étaient là, je veux dire, pour elles, c'était genre un challenge. Mais on se challengeait, mais dans le bon sens. On kiffait. C'était un jeu. En fait, c'était un jeu. Ils ont un peu ce côté-là aussi. Canada, Australie, c'est tout le sport, il est à haut niveau, hein, il y a des infrastructures qui sont énormes, tout est fait pour. Quand j'étais à l'université de McGill au Canada, donc je fais un peu Canada-Australie, parce que ça se ressemble sur pas mal de points. J'avais déjà bain-froid, kiné, je veux dire, c'est vraiment l'université américaine, hein, c'est-à-dire que tu as des stades, il y avait un stade de hockey sur glace. Ouais. Mais je veux dire, dans l'université. Le de basket était énorme, football américain, c'était énorme. Ce qu'on voit à la télé, c'est la vérité. C'est la réalité, honnêtement. Avec les pom-pom girls, tout ça, ce qu'on veut. Et du coup, les infrastructures sont là, mais tout est fait pour aussi que tu réussisses. Et ils ont cette vibe-là. Ils n'ont pas peur de montrer qu'ils ont de l'argent, ils n'ont pas peur de montrer qu'ils ont réussi. Ils n'ont pas peur d'en parler. C'est surtout ça. Moi, je me rappelle qu'en Australie... Tu peux pas dire combien tu gagnes en France. Ou alors, si tu gagnes un peu plus qu'une personne, c'était genre, t'es pas obligé de le dire, quoi. Mais en fait, à un moment donné, je veux dire, on travaille pour être la personne qu'on est. Et à un moment donné, c'est ça qu'ils ont eu. C'est-à-dire que les Australiens, les Canadiens avec qui j'étais, ils ont vraiment cette vibe de dire, un peu comme je disais moi, attends, quand j'étais jeune, je disais, mais attends, comment t'as réussi? Je vais essayer de comprendre. Mais eux, ça va être ça. C'est-à-dire, ils vont essayer de se challenger, ils vont voir, par exemple, toi, tu as réussi quelque chose qu'eux n'ont pas réussi, ils vont essayer de comprendre et ils vont essayer que ça les pousse aussi vers le haut. Et le jour où c'est eux qui sont bien mieux que toi, parce que évidemment, il y a plein de choses où c'est le contraire, et heureusement, d'un côté, parce que c'est ce qui fait qu'on peut s'améliorer, ces personnes-là, en fait, elles vont te pousser vers le haut. Il n'y a vraiment pas ce côté, on va dire, jalousie ou... Ouais, je trouve qu'il est très dangereux, honnêtement. Et il est vraiment présent en France. Hein. Moi, je le trouve. Hein. Oui, non, mais c'est... Surtout chez les femmes, encore plus. Et je trouve ça dommage parce que on devrait se pousser. Je veux dire, on sait qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses qui se passent chez les femmes qui sont pas encore, qui sont pas normales et qu'on devrait justement, je pense, s'entraider. On devrait justement se pousser vers le haut. Et ça n'empêche que mon point de vue est vraiment d'un point de vue même compétiteur, mais pas que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je trouve que les femmes, c'est simple. Une des premières questions qu'on m'a posées dans le CrossFit, quand j'ai commencé CrossFit en France, c'est « Pourquoi tu te maquilles ?» J'ai répondu « Et pourquoi ton t-shirt il est bleu et pas rose ?» Mais on s'en fout. Je préfère me poser cette question que de savoir pourquoi je suis capable de faire des HSPU alors que ça fait 2 jours que je fais du CrossFit.
Alors HSP, pour les dents, tu peux expliquer? On va dire c'est une pompe en position handstand. Voilà, donc une Ouais. pompe Ah, sur... en position là, équilibre, contrôle. Ouais, je sais ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? En Australie, les femmes sont quasiment toutes refaites, hein, ou un petit peu. Je sais pas si tu l'as remarqué, j'ai trouvé les hommes qui étaient vraiment très musclés. C'est vrai qu'ils sont vraiment beaux, pour le coup. Et les femmes, je les ai trouvées plus vulgaires, un peu plus, sur certains aspects. Et certaines sont absolument pas vulgaires, sont juste magnifiques. Comme dans tout le pays, de toute façon, il y a de tout. Et je pense pas que d'ailleurs le fait de se faire refaire ou quoi que ce soit est de la vulgarité. Pour moi, la vulgarité, c'est plus un comportement. Et dans ces cas-là, je dirais même que même les hommes sont vulgaires en Australie. Je trouve qu'ils savent pas boire ou des choses comme ça. Il y a des... Je voulais revenir un peu là-dessus, du coup, sur l'Australie. Je disais que les hommes sont assez baraqués. Pour l'avoir vu, il y a du produit qui circule. Ouais, En voilà, Australie. c'est ça. Je voulais savoir si toi, du coup, tu as démarré le CrossFit un peu là-bas. Ouais. Est-ce que rapidement, potentiellement, on t'a approché pour te dire, ah bah, t'as peut-être du potentiel et je peux te fournir en produit pour aller encore plus haut. Mais c'est assez drôle parce que les seules fois où, et vraiment, j'ai pas eu beaucoup, je pense que tu renvoies un petit peu aussi une énergie. Et les gens, en fonction de ça, ils se permettent de te parler de choses ou non. J'ai pas eu énormément de personnes qui m'ont parlé de produits dopants ou de choses comme ça. C'est ça que tu me dis? Ouais, bah, se mentir. Les seules fois où on m'en parle, c'est quand, par exemple, je m'entraîne pas forcément dans une salle de CrossFit et je vais dans une salle plus de fitness park ou bodybuilding, en fait, tout simplement. Et que les gens, ils se disent, ils me posent la question, ils me disent, mais tu fais quoi? Tu fais ce que tu fais du bodybuilding? Et je leur dis non, ils font, mais tu prends quoi comme produit? C'est pas possible d'avoir un corps comme ça. Mais moi, je le prends super bien. Moi, je suis hyper contente. Parce que j'en prends pas, je m'en fous. Mais par contre, je me dis, bah, au moins, comme ça. Ah ouais, non, mais Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que, en fait, ces personnes-là aussi, ils me connaissent pas. Ils me connaissent pas dans le CrossFit, donc ils savent pas le travail que je fais derrière. Et donc, du coup, ils ont juste cette silhouette qu'ils voient. Et pour eux, c'est un peu la facilité. Ils doivent se dire, bah, attends, la fille, je la vois jamais à la salle. Là, elle est venue peut-être 2 fois dans la semaine parce que, bah, je sais pas, moi, c'est des semaines où des fois, je suis pas ici. Donc, du coup, je peux pas m'entraîner dans une salle où le CrossFit pur. Ou même des fois, je veux changer un petit peu. Ça me permet de m'évader un peu parce que c'est bien le CrossFit. Mais moi, j'aime bien des fois passer à complètement autre chose. Et, et du coup, bah, je pense que pour eux, ils me connaissent pas, en fait, tout simplement. Et du coup, ils se disent, bah, il y a forcément un produit. Quand je leur dis non, je suis pas sûre qu'ils me croient un moment, mais je m'en fous. du coup, je voulais revenir un peu là-dessus. Alors, dans le CrossFit, on peut parler de poids. Je sais qu'avec les femmes, c'est censé être tabou, mais dans le CrossFit, il n'y a pas de gêne par rapport à ça, surtout à haut niveau. Quand tu as démarré le CrossFit, et jusqu'à maintenant, tu as gagné combien de kilos? 5. 5. Ouais, même peut-être 5, 6. Donc, tu étais potentiellement t'étais peut-être déjà athlétique avec l'athlétisme. Mais du coup, en passant au CrossFit, on passe dans une nouvelle dimension. Et là, le regard des gens change. Et je parle pas des gens qui font du CrossFit, je parle des gens à l'extérieur, qui peuvent te voir dans la rue et se dire c'est qui cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait? Pour toi, ça représente quoi le regard des gens? Est-ce que tu t'en fous? Ou tu as un peu un moment où tu te dis, bon, potentiellement, ça peut te dire, ramener de la négativité dans toi-même et te dire, il faut que je baisse mon niveau pour avoir un physique potentiellement normal. Bien sûr. Je sais pas si je fais peur aux gens, mais moi, j'ai aucun problème avec ça. Et j'ai jamais eu de mauvaises critiques. De mauvaises critiques. De commentaires négatifs. J'ai déjà vu des personnes qui m'ont dit, regarde et tout, ils ont dit telle chose sur un tel, etc. C'est dur, etc. Est-ce que toi, ça t'arrive? Ah non. Non, vraiment, j'ai plus des personnes qui... je crois qu'en fait, soit ils m'écrivent pour me dire, bah, bravo pour ce que tu fais. J'ai beaucoup de personnes qui me parlent de mon physique. Des fois, je regarde pas du tout, je m'en fous, j'avoue. Mais c'est pas des choses négatives. Après, je pense que, comme je dis, je dégage aussi une énergie qui fait que je pense que les gens savent que je m'en fous, mais complet. C'est-à-dire que je suis chère, honnêtement, c'est un choix. Et moi, quand j'ai commencé le CrossFit, j'ai dit, mot pour mot, à partir du moment où je commencerai à être trop musclée, je vais arrêter le CrossFit. Parce que c'était pas du tout mon but, moi. Et à partir du moment où j'ai su que je voulais vraiment faire du haut niveau en CrossFit, donc ça n'a pas été longtemps après, hein, parce que honnêtement, de toute façon, quand je fais quelque chose, je le fais à fond.
Euh, Ça a été d'abord d'accepter ça pour moi. D'accepter que ce sera la performance. Et donc, du coup, en fait, que ton corps, il va bouger avec. Et dès lors que j'ai accepté ça, tout est venu avec. Et je sais pas, personnellement, je suis fière de mon corps. J'ai souvent des commentaires du genre très musclé, mais t'es très féminine, j'avoue. Donc, j'ai pas vraiment ce. T'as jamais eu par exemple, au loin, quelqu'un qui te regarde et t'entend une C'est- petite phrase. C'est quoi la pire que t'as eue? Alors, le pire, c'est quand je travaillais à l'Intersport, j'ai eu un homme qui m'a dragué, mais ouvertement, hein, qui me regardait de la tête aux pieds, on voit, on n'est pas bête, et qui m'a dit vous êtes vraiment magnifique. Et sa femme, qui, devant tout le monde, a crié en mode mais c'est même pas une femme, ou je sais pas ce qu'elle a dit. En fait, pour le coup, je me rappelle même plus, genre juste elle est trop musclée, elle est pas belle. Enfin, elle n'a pas dit que j'étais pas belle, elle a juste dit que mon corps était trop musclé. Je pourrais même pas dire exactement parce que j'avoue, j'ai envie d'oublier ce genre de choses. Mais elle a fait une scène devant tout le monde. Et moi, j'étais mort de rire dans ma tête. Je me suis dit, mais ton mari est en train de me draguer et toi, t'es en train de dire que tu me trouves moche. Donc en fait, je trouvais ça tellement drôle en fait dans ma tête. Je trouve que c'est hypocrite. C'est hypocrite parce que je pense que tout le monde préfère une femme quand même un minimum tonique, musclée, etc. Et attendez, faut pas croire non plus que ce qu'on voit. C'est-à-dire que oui, quand je suis congestionnée, mes trapèzes, ils montent jusque-là, hein. Mais quand je m'habille, etc., ça tient, quoi. Il y a tout qui est là. Je veux dire, j'ai ma shape, j'en suis fière, franchement. J'ai des formes, je reste féminine. Moi, je kiffe, franchement. Non, mais très bien. On va revenir du coup maintenant au gros morceau, le CrossFit. Est-ce que tu te rappelles de ta première séance? Ouais. Ça Ouais, s'est ouais, passé ouais. comment? C'était en Australie. Je faisais pas de CrossFit, hein. J'ai accompagné mon ex, du coup, qui était australien, et qui me tenait avec ça. Ah, absolument que tu viennes, etc. Ok. Je me rappelle, il y avait des double under, donc moi j'en avais jamais fait, donc j'avais des single under, j'avais le double, je crois, à faire. On avait Under. ouais, donc on avait la corde à sauter, il fallait la passer 2 fois, et comme j'en avais jamais fait, je faisais qu'une fois. Donc normal, quoi. Et il y avait des shuttle run, donc il fallait faire des allers-retours en courant. Fallait commencer à un point A et puis revenir au point A. Et on avait des devil press. C'est pour ça que j'adore les devil press, que j'ai commencé avec ça, je pense. Euh, et j'ai adoré. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était un AMRAP de 15 minutes. Et, j'ai kiffé. Pas J'ai- trop dur. Ben, en fait, c'était. Ça serait mentir de dire que c'était pas trop dur. C'est pas ça, non. Franchement, c'est pas ce souvenir-là où j'ai un souvenir où c'était dur. Justement, peut-être que ça m'a biaisé un petit peu parce que je sais pas, c'était devait être un mouvement ou. Enfin, T'étais comment dans dire, ta zone, c'était entraînement. pour toi. Ouais, voilà, c'était bien pour moi. Donc, il y avait du run déjà. Corde à sauter, bon, bah, quand tu fais en une fois, je veux dire, voilà, hein, je veux dire, quand t'as déjà fait du sport dans ta vie et t'as fait que ça depuis que t'as 3 ans, voilà. Et des press, c'était pas lourd. Donc, c'est clairement un burpees et puis tu montes les dumbbells. Donc, non, j'étais dans ma zone de confort. Par contre, du coup, quand j'ai fait ça, il m'a dit ah, mais viens avec moi, on va faire les open. Je savais absolument pas ce que c'était que les open. Et il m'a expliqué hein, vite fait. Et, c'est assez drôle maintenant quand j'y repense. Et du coup, j'ai fait les open. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les Open? Moi, les Open, en fait, c'est la première phase qualificative pour tout athlète. Donc, ça peut être l'athlète lambda, personne qui vient de commencer le CrossFit, comme à la tête qui veut se qualifier au CrossFit Games, par exemple. Donc les Games, c'est les championnats du monde de la Ouais. discipline. Moi, je dirais même les Jeux Olympiques, mais il y a tous les ans. Voilà, on peut Ouais, dire ça comme un ça. peu, ouais, c'est un peu plus ça. Euh, Qu'est-ce que je disais? Et du coup, c'était wall ball rameur. C'était en AMRAP aussi, il me semble. Et bah là, je suis partie comme une bourrine. Et j'ai quand même fait un bon truc pour une personne qui n'en avait jamais fait. Ouais. Mais j'ai explosé et j'étais au plus mal. Et là, j'ai fait, mais c'est quoi ça? Je suis rentrée, j'ai fait, mais c'est quoi ça? C'est des fous. Des fous. À ce moment-là, t'as envie d'arrêter? Ou tu te dis... Absolument pas. Je disais, des fous, mais je suis encore plus folle. Donc là, tu commences à... Entre guillemets, les Open, c'est ton premier pas dans la compétition CrossFit. Oh. Ouais, mais en fait, en gros, je surfe à ce moment-là. J'avais arrêté c'était en Australie. J'avais arrêté l'athlétisme, mais par contre, c'était impossible pour moi de ne pas faire de sport. Donc, quand j'ai arrêté l'athlétisme, je faisais, franchement, au moins 2 à 3 séances de surf par jour. Moi, j'avais du temps, hein. Et, enfin, je travaillais le soir. Et donc, du coup, je travaillais, on va dire, de 20h à 2h du matin.
à Pépis Beach, en Pépis, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est à Wollongong en plus. C'était là où il y a Ricky Garard. Quand il fait les vidéos, je reconnais tout, c'est assez drôle. Et du coup, j'avais le temps de surfer quand même toute la journée. Et 2 fois par semaine, je me gardais une séance de sprint pur dans le sable, ça faisait bien mal, et une séance de long en run. Parce que je m'étais toujours dit, ça va te servir. Et moi qui venais de la gym, il faut savoir que sprinter, il n'y avait pas de souci. Mais courir 1 heure, déjà c'était chiant. C'était pas un effort que j'étais habituée. Et nous, en tant que gymnaste, on est habitué à faire des efforts très courts. Donc j'ai voulu le garder quand même et heureusement, parce que c'est encore pas ma filière non plus, quoi. Je suis très explosive. Donc c'est heureusement que j'ai gardé ça. Bref, je l'ai gardé et en fait, quand je suis rentrée d'Australie, je m'étais dit à mon premier salaire, j'irai dans une salle de CrossFit en France. Mais j'ai pas fait du CrossFit directement après les Open, j'ai continué le surf. Du coup, c'est quoi le déclic pour te dire, c'est parti, je me lance dans le CrossFit et j'ai essayé d'aller le plus haut possible? Ah, mais en fait, vous allez me prendre pour une folle, mais je faisais du surf. Je savais que j'allais pas faire du surf toute ma vie. Mais enfin, en fait, c'est différent. C'est juste que le surf, ça a été le seul sport de ma vie que je n'ai pas voulu faire pour la compétition. Ça a été pour moi une méditation. Le surf, j'ai vécu des choses incroyables. J'ai eu un banc de dauphins qui est venu à moi pendant que je surfais. C'est-à-dire, j'étais sur ma planche. Là, il y a 8 dauphins qui viennent à ma planche. Je sais pas pourquoi. Incroyable. C'est pour l'avoir vu un peu. Moi, je suis allé à Bali aussi. C'est le genre de choses qui arrivent. Franchement, le surf, c'est la sensation de se mettre sur sa planche et de se faire pousser pour l'eau. C'est faux. C'est incroyable. Tu vois des petits pingouins. Alors, je sais qu'on dit souvent des pingouins en Australie, mais s'il y a des petits pingouins. Tu vois des petits pingouins, tu vois des pains de poissons volants. Enfin, c'est des trucs de fou. Mais ces dauphins, ça a été pour moi, je pense, c'est le plus beau souvenir de ma vie. Ça a été d'avoir cette sensation-là. Et je les ai même pas touchés parce qu'honnêtement, c'était sauvage. C'était tellement beau, ça pas envie de les toucher, tu le laisses partir. C'est trop. Donc, c'est vraiment plus un état d'esprit, le surf. Et je pense que je comprends vraiment les gens qui disent, ouais, c'est une vibe, c'est vraiment quelque chose, ouais. Mais du coup, par contre, je savais que j'allais me mettre au sport de haut niveau, puisque c'était ce que je voulais. Et je savais, avant même de faire du CrossFit, que j'allais représenter mon pays dans ce sport. Même qui était, C'est fou, hein. pour un sport qui était Je l'avais jamais fait. mais à ton époque déjà, donc c'était il y a 4 ans. Là, c'était il y a 4 ans et demi, mais j'en faisais pas encore. Mais je savais déjà que... C'était l'objectif. Avant même de faire ce sport-là, je le savais. C'est un truc de fou. Là, vous allez me dire, mais t'es folle. Bah, peut-être. Après, j'ai un instinct qui est énorme. Je sais que je ressens beaucoup de choses. Je vois des choses. Est-ce que dans le... T'arrives, du coup, tu t'entraînes où en France quand Du coup, je suis arrivée après l'Australie, j'ai été à Paris. J'ai été à Paris pas très longtemps. D'ailleurs, plus pour le cinéma, à l'époque. Le plus... Et en fait, j'ai rencontré du coup Johan, du coup, qui est mon ex aujourd'hui et qui a été mon coach. Une personne qui a énormément compté dans ma vie et qui a vu en moi directement le potentiel? un potentiel énorme, ouais. Donc est-ce que c'est lui qui croit plus en toi que toi en toi au début de ta carrière? Je dis, j'ai un truc de fou, je peux pas vous l'expliquer, je savais. Je savais que ça allait arriver. Mais par contre, entre le savoir et que quelqu'un en plus de ça le dise, bah, c'est cool, quoi. Parce que, je veux dire, c'est bien beau de se le dire. Il faut le faire. Il faut le faire. Puis quand il y a des gens qui le disent, c'est que là, sauf que toi, tu leur en parles même pas, c'est que, ok. Parce que moi, il était même pas au courant que dans ma tête, je savais déjà. J'avais ça, et j'ai eu déjà une personne qui est venue voir mon père un jour quand j'étais en athlétisme et qui lui avait dit, cette fille-là, c'est la vôtre? Il avait dit oui. Il a dit, elle fera du très très haut niveau, mais ce sera pas dans ce sport. Mais j'ai fait des niveaux nationaux à chaque fois. J'étais au championnat de France dès ma première année d'athlétisme. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est clair. Puis j'en ai pas fait non plus énormément d'athlètes. J'étais pas passionnée en athlète en fait. Donc à un moment donné, t'entraînes tous les jours, mais j'avais pas cette passion que j'avais à l'origine. C'était l'aspect répétitif. Ouais. C'est pour ça que Je peux le dire, hein. Ouais. Courir pour courir à un moment donné. C'est pour ça que je faisais des haies, moi, hein. Parce que sinon, tu me mettais sur un 400 mètres, je m'endors à un moment donné. Alors qu'avec des haies, non. Il y a un rythme à avoir. J'adore, par contre, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais je préférais le 100 mètres haies au 400 mètres haies. Déjà aussi par l'effort. Parce que le 400 mètres haies, lactique, les séances, c'est pas les mêmes, hein. Les séances de 400 mètres haies, c'est les pires de toutes. Avec le 800 mètres, je dirais maintenant. Parce que quand on voit les deux 400 mètres qu'ils font dans un 800 mètres, c'est
incroyables. Ouais, Les gens qui font. Mais même pas, t'es capable de faire un 400 mètres comme ça, alors qu'eux, ils en ont un deuxième à faire. C'est un truc de fou. Donc, mais c'est dit, hein, comme quoi les 400 mètres, et c'est la pire épreuve en athlétisme en termes d'effort. Moi, je suis contente de l'avoir fait, justement pour ça aussi, pour m'être surpassée, pour avoir fait autant de séances lactiques. Ça m'aide énormément en CrossFit, ça c'est sûr. Et j'aimais beaucoup, mais le 100 mètres, je préférais. Du coup, ça ramène, pour amener l'athlétisme au CrossFit, ça aide parce on a besoin de courir et ça amène aussi peut-être la discipline Hmm. qui est vraiment. La technique aussi. Si tu sais courir, tu vois ce que je veux dire, Ouais. t'as déjà. Moi, j'avais le bagage qu'il fallait pour ça. Après, courir long, parce que souvent en CrossFit, c'est du long qui nous demande, hein. Un 5 km. Je suis bonne. Je pense que je suis bien meilleure que la plupart des gens. Mais c'est pas là où j'excelle. Et encore une fois, oui, il faut que j'arrive à canaliser mon énergie comme il faut. Mais par contre, tu me demandes du sprint, oui, mais c'est rare qu'on en a en CrossFit. Et le jour où on en a avec des haies, Peut-être un jour, ça arrivera. ah, je kifferais, franchement, et mettre des haies là. Pas des grosses barrières, hein, pas du steeple, hein, des haies. C'est une technique, des haies. Hein. Chtac, on franchit les haies, on les saute pas. Je voulais revenir sur ton arrivée à Paris. Mhm. Tu commences à te mettre dans le CrossFit Ouais. tout de suite. Euh, Au début, je pense qu'il y a une progression énorme Mhm. et il y a peut-être un palier qui arrive. Bah, pas vraiment, pas du tout. Bah non, parce que moi, j'ai vécu pour le coup mon premier gros frein dans le CrossFit. C'est que j'ai coupé mes deux doigts. Les doigts C'est quoi crochus. Il s'est passé quoi? Oh, c'est pas la question que vous posez, parce que là, c'est genre. J'étais à la guerre et je ne regarde pas du tout. J'étais en train de cuisiner un avocat et j'ai coupé un avocat et clac, je le fais jamais. Faut jamais le faire. Pas avec un couteau en céramique en tout cas. Euh, J'étais au téléphone en plus avec ma maman en haut-parleur, t'imagines? Ouais. Je prends le couteau et là, je fais comme ça pour enlever le noyau. Je ne fais jamais ça. Ah, le coup du tu tapes en plat. Je peux jamais le faire quand on est maladroite comme moi. Et ben, c'était mes doigts. Bah, rien que d'y penser, là, ça me passe partout. Du coup, D'ailleurs, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'ai pas pu regarder et je savais pas si mes doigts étaient là. C'est simple. ouais. Donc, mes doigts, ils tenaient à peine, hein. Il n'y avait plus rien. Ouf, rien que d'y penser. Mon ex, du coup, Johan, avait la peur du sang. Ça faisait 1 mois et demi qu'on était ensemble. Je crois que je l'ai fait passer partout. Enfin, heureusement qu'il a été là. Je sais pas comment j'aurais fait sans lui à ce moment-là. C'était pendant le Covid en plus. Pour arranger les choses. Et là, ça passe par des opérations. Opération, franchement, c'était vraiment chaud parce que je pouvais pas regarder mes doigts, je savais pas s'ils étaient encore là en fait. C'est horrible cette sensation. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, c'est pas un doigt, c'est deux, hein. Les choses comme il faut. À un moment donné, ils arrivent à tout nettoyer, etc. Et là, ils te disent, c'est bon, tes doigts, ils étaient encore là en plus. Mais par contre, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, ils me disent, à l'hôpital, ils me disent, fléchissez vos doigts, comme ça. Et du coup, bah, je les fléchis comme ça. Donc moi, j'ai cette sensation-là. Mes doigts se touchent. J'ai cette sensation que mes doigts sont comme ça. Et mes doigts étaient comme ça, à l'opposé. Genre, même pas à droit, comme ça. Et là, ils disent, regarde pas, regarde pas. Phrase à pas dire, forcément. Est-ce que tu vas regarder? Bah oui. Tes doigts, tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Si quelqu'un me dit ne regarde pas, je fais ça. Oh là là. Voilà. Bah là, tu te dis, qu'est-ce que je fais, quoi? Ouais, parce que là, tu pars pour des mois de rééducation. Ouais. Ouais, bah là, c'était. Sans parler de ça, j'étais au tramadol pendant je sais pas combien de temps. Ouais. J'étais complètement shootée. Ouh. J'ai plané, hein. Je sais ce que c'est de planer à ce moment-là. Après, j'avais de la douleur. Parce qu'en fait, mais j'avais plus de nerfs et plus de tendons. Et il a fallu reconstruire les nerfs, etc. Donc en fait, ça crée des connexions, etc. J'ai aucune sensation sur le bout de mes doigts. Et tu les as récupérés en combien de temps? Donc là, Parce j'ai que- aucune sensation toujours. Par contre, bah là, je peux pas les tendre. Mais mon corps, c'est... Par exemple, en headstand et tout, j'ai aucun problème. Ma force s'est mise différemment. Ça t'a pris combien de temps à peu près pour les récupérer, entre guillemets? Pendant 6 mois, j'avais pas le droit de toucher une barre. Pendant 6 mois, j'étais incapable de prendre même une corde à sauter. Parce qu'en fait, je pouvais pas tenir. Corde à sauter, c'était trop petit. Et on s'entraîne comment pendant cette rééducation? J'ai fait beaucoup de courses en côte.
J'ai fait énormément des squats. Ouais, je faisais 600 squats unbroken. Je faisais des abdos énormément. Je faisais tout ce que je pouvais sans utiliser mon bras, enfin ma main. Ma première réussite après ça a été quand j'ai pu me suspendre. Alors, je me rappellerai toujours le visage de Evan qui me regarde et fait « Ouais, c'est cool ». En fait, je me suspendais, j'étais trop contente. En fait, j'étais comme ça, au complet, en fait. Il n'y avait rien qui tenait de l'autre côté. Il n'osait pas me dire. Il voyait que j'étais trop contente. Mais en fait... Et c'est assez drôle que maintenant, on sait qu'un de mes mouvements, je pense, où je suis la plus forte en CrossFit, je pense, c'est le deadlift. C'est assez fou quand même. Ouais, parce que C'est un mouvement pure grip. Ouais, ça, c'est faux. Et je pense que ça représente un peu mon caractère. Ça a été tu penses que je serais incapable de pouvoir reprendre comme il faut? Il n'y a pas de souci. il y a beaucoup de sportifs Regarde-moi. de haut niveau. On leur a dit, c'est la fin, c'est terminé. Mais je pense que tu dis ça à une sanitaire, personne qui a cette mentalité-là. Mais merci. Mais c'est un cadeau pour nous. Ouais. C'est incroyable. Du coup, tu récupères tes doigts. Et au bout de combien de temps, tu te dis, je vais viser les demi-finales des CrossFit Games? J'ai tout de suite su. Je sais, on va me prendre pour une folle, mais j'ai tout de suite su. Ma première compétition de CrossFit, c'était les Madrid Championships 2021. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'est 2020 ou 2021, du coup. Je suis un peu perdue. Mais c'est Madrid Championships en élite. C'est simple. On m'a pris pour une folle. Quand les gens ils m'ont demandé tu vas faire quoi, etc. en compétition, je leur ai dit je vais tenter les Madrid Championships. Mais tu vas jamais y arriver, Margot. Ça faisait peut-être, je sais pas, quelques mois que j'avais repris. Du coup, peut-être 6 mois que j'avais repris l'haltéro, même pas. Même pas. J'ai appris à faire des ring muscle-up 1 semaine avant les qualifs. Ouais, donc je pense que c'était même moins que 6 mois. C'était un truc de fou. Et j'ai fait les Madrid Championships en qualif. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que je m'en fous? Si je suis pas qualifiée, je suis pas qualifiée. Enfin, je veux dire... Ouais, tu tentes et on verra bien. La classe, quoi. Enfin, oui. Et je me suis qualifiée, mais en plus, pas trop mal, quoi. Je crois que j'ai fait un top... je sais pas si je fais première ou un top 3 sur un WOD en plus, avec des deadlifts. Assez drôle. Et là, Là, pour moi, ça a été le moment où j'ai eu la validation de me dire, t'es pas folle. Et aussi parce que toutes les personnes me disaient tous que j'allais jamais réussir. Et ça, pour moi, c'était un cadeau. Est-ce qu'on te le dit encore que tu vas pas y arriver? Comment? Est-ce qu'on te le dit encore, mais tu vas pas y arriver? Parce que, pour expliquer, Margot, sur l'année 2024, tu es la 2e française. Et on va dire que tu fais partie des 30 meilleures européennes. Et alors, l'année dernière, c'était un système où il y avait les 10 meilleurs européens qui se qualifiaient pour les Games. Là, ça a un peu changé. Toi, ton but, c'est d'être dans les 20 premières du monde. On n'est pas loin, mais il y a encore potentiellement un gap à franchir pour arriver à ce niveau-là. Est-ce que tu entends encore tous les jours des gens qui vont dire mais tu vas pas y arriver, ou le regard des gens a changé entre le début que tu as commencé le CrossFit et maintenant? Je pense que le regard des gens il change en fonction de ton propre regard que tu as sur toi. Et mon propre regard qu'il a sur moi, il a jamais changé. Donc en fait, je m'en fous. J'ai jamais vraiment ressenti ça. Parce que je savais ce que je voulais, je sais qui je suis et je sais ce que je veux. Et ça ne dépendra en aucun cas de ce que les gens pensent. Donc, par exemple, que ma réussite ou mon échec ne dépendra pas de ça. Et je pense sincèrement que tout arrive pour quelque chose. Je pense qu'il y a une question de temps aussi, un timing. Il y a quelque chose qui est là c'est ton moment de briller. Et je pense que le travail paye. Après, forcément, des fois, on aimerait qu'il paye à un moment donné, un peu plus rapidement, choses comme ça, c'est sûr, ça serait stupide de ne pas le penser. Et des fois, c'est un peu frustrant, mais cette frustration, elle peut être super positive. Moi, ça a été mon échec. Tu vas rigoler, la première fois que j'ai pas été prise au semi, du coup, quand j'ai fait mes quarts. En 2022? Ouais, en première année. Et que j'ai pas été prise, tout le monde me disait mais Marco, c'est normal, t'as pas été prise. Tout seul que je sais, il y avait des mouvements de CrossFit que je connaissais pas encore. Ouais. Mais pour moi, non, j'ai pris ça comme un échec parce que je voulais quand même y aller et je voulais le faire. Mais heureusement que j'ai pas été. Je pense que c'était très bon pour moi. Je pense que j'aurais réussi à le faire aussi rapidement. Je sais pas si ça aurait été bénéfique pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai quand même dû me dire, ok Margot, remets-toi à ta place. Tu vois ce que je veux dire? Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Et pas que sur le point de vue physique, il y en avait. Parce qu'aujourd'hui, entre Margot maintenant et Margot à ce moment-là, je me dis, waouh, il y a vraiment un monde. Mais aussi le point de vue mental. J'ai énormément changé ma mentalité. Un truc de fou. Dans quel sens tu as changé ta mentalité?
Euh, Ma façon de voir les choses, ma façon d'appréhender l'échec, ma façon de ma, ma confiance, ou je dirais même tout simplement comment je suis envers moi-même. J'étais très dure envers moi-même, je le suis toujours. Mais par exemple, aujourd'hui, je vais faire par exemple une séance d'haltérophilie, je vais louper une barre. Je vais pas du tout avoir la même mentalité que ce que j'avais il y a 3 ans. J'étais immature encore. Et pourtant, je n'avais pas 15 ans, hein, mais j'étais encore quand même immature, faut dire les choses. J'aurais pu péter un câble dans ma tête et me dire je suis trop nulle. Voilà, c'est ça qui serait venu. Je suis nulle. Bon, aujourd'hui, je me dis plus ça. Non. Aujourd'hui, si un entraînement se passe pas bien, je vais l'oublier. Parce que je ne veux pas garder ça en tête et je vais essayer de me rappeler par contre une bonne chose de mon entraînement. La seule chose que je peux faire, par exemple, d'un échec, c'est peut-être essayer de comprendre par contre. Mais je vais pas non plus me remettre tout en question. Parce qu'à un moment donné, c'est pas bon non plus de faire ça. Parce que je veux dire, un entraîneur, il sait ce qu'il fait. Je veux dire, puis en fait, aujourd'hui, moi, je vois l'échec différemment. Je me dis, si tu n'échoues pas, c'est que ce que tu fais, c'est trop facile à un moment donné pour toi. C'est ça. Ouais, je veux dire, mais c'est facile. Tu me mets à faire du 70% tous les jours, bah, je jouerai jamais. Mais est-ce que par contre, j'irai aux Games? Est-ce que par contre, j'irai au meilleur niveau de mon sport? Ou est-ce que j'explorerai toutes mes capacités, même pas forcément que parler des Games, tu vois, de moi-même? Bah non. Ouais, mais c'est intéressant l'aspect du coup 2022, entre guillemets, t'échoues en quart de finale pour arriver aux demi-finales. Mais par contre, je fais quand même les Madrid avant. Je fais les French Rodin aussi. Alors attends. Donc les Je fais les Madrid Championship. C'est ma première compétition en élite. En plus, je fais pas si mal que ça. Je finis pas du tout dernière. Hein. Je finis pas dans les 5-10 premières, mais je ne finis pas dernière. Je me rappelle, il y avait Sola Sigurd de tir. En famille, je sais pas si je le dis bien. Et je me rappelle, elle avait gagné. J'avais été la voir à la fin. Je fais, je suis super contente que tu aies gagné. Bravo. Tu as dû travailler très dur pour ça. Et en fait, c'est assez fou qu'en fait, un an plus tard, je me retrouvais en fait limite à côté d'elle sur la. Je dis pas. Non, pas un an plus tard, mais peut-être 2 ans plus tard, je me retrouvais à être contre elle, mais dans la même finale ou dans les. Tu vois ce que je veux dire, dans la même série. Là, il y avait quand même un monde d'écart à ce moment-là, faut pas se mentir. Et heureusement, je viens de commencer. Je te dis, j'ai appris à faire un ring muscle-up une semaine avant les qualifs. Une autre question, quand quelqu'un, un athlète débarque de nulle part en 1 ou 2 ans, il n'y a pas des suspicions? En fait, encore une fois, je pense que c'est un peu il y a beaucoup de jalousie. Moi, j'ai vécu ça. On m'a énormément critiqué par rapport à ça. Est-ce qu'on m'a critiqué par rapport au fait que je prenais le coup de dopant pour ça? Je pense pas. Ou peut-être qu'on l'a fait, mais je l'ai pas entendu. Ah oui, j'ai moins 50% sur mes 2 oreilles, sur tous les sons aigus. Donc, il y a des choses que j'entends pas. Donc, c'est pas plus mal. Mais est-ce que j'ai mal vécu certaines choses? Oui, parce que les gens n'ont pas été forcément faciles. Ouais. Je pense que quand ils voient une nouvelle tête comme ça, ils se disent pourquoi? Il y a un truc qui va pas. Ouais, au lieu de se dire, et encore une fois, c'est la mentalité que je dis que moi qui me manque dans les pays anglo-saxons, c'est waouh, mais génial quoi. Bah vas-y, on va s'entraîner ensemble, on va voir un petit peu où est-ce qu'on peut se pousser. Parce que moi, il y a plein de choses où on peut me pousser encore. Tu vois ce que je veux dire? Plein de choses que je peux pousser aussi les gens. Et encore plus à ce moment-là, quand je venais de commencer, et je te dis, il y avait des mouvements de CrossFit que je connaissais pas. Et du coup, la transition entre 2022, où entre guillemets t'échoues, et 2023, où là tu te qualifies pour les semis. Ah, je le savais que j'allais me qualifier. Qu'est-ce qui a changé? Ah, je le savais. C'était dès que 2022, ouais, je savais en fait. Dans ma tête, c'était non. Tout ce que j'ai mis en place, je l'ai fait pour. J'ai eu la chance quand même d'être avec une personne qui m'a énormément accompagnée. Johan, j'aurais pas pu faire tout ça sans lui, ça c'est sûr. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Je travaillais beaucoup moins que maintenant, parce que maintenant que je suis seule, je suis obligée de travailler pour payer mon loyer. Et donc du coup, j'ai pu me consacrer au CrossFit quasiment de manière, on va dire, quasiment à 100%. Enfin, ouais, quasiment à 100%, ouais. Tu t'entraînes du coup à Paris? Non. Paris, je suis pas restée longtemps. Tu n'es pas resté longtemps? Non, j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie sur Nice, et après Nice, on a été dans le sud-ouest de la France. Et du coup, dans le sud-est, tu t'entraînes toute seule? Ou tu essaies de trouver potentiellement des crossfitters de haut niveau pour créer une espèce de groupe? J'aurais bien aimé, mais je sais pas si les gens ont peur de moi ou quoi, mais c'est vrai que c'était compliqué de trouver. Et puis en même temps, je suis pas trop quelqu'un qui va non plus dire hey, salut, je comprends aussi. Enfin, je veux dire, d'un côté,
Je veux dire, je sais que je suis contre aussi ces personnes-là et je peux comprendre que certaines n'ont pas forcément envie de se confronter à ça. Mais je trouve ça dommage d'un côté parce que, encore une fois, si tu as confiance en toi et que tu sais ce que tu vaux, t'as pas peur de te confronter à quelqu'un. Au contraire, ça peut amener Moi, une émulation à je se dire... Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, dans le sens où je le comprenais, c'est que j'avais pas demandé aux gens de le faire pour moi. Mais de mon point de vue à moi, s'il y avait quelqu'un qui m'aurait proposé, mais avec grand plaisir. Au contraire, moi, je veux être contre les milliards. Si demain, une chia me dit, mais Margot, on va s'entraîner ensemble. Ah, let's go! Et ça veut pas dire qu'un jour, je ne veux pas que ça soit une personne contre qui, ou même aujourd'hui, c'est mon adversaire. Ça reste que c'est la meilleure du monde, mais ça reste que quand on est sur un leaderboard, je veux être devant elle. Pour le moment, elle est devant moi, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, indéniable, c'est indéniable de dire qu'elle c'est la meilleure. Elle est vraiment au-dessus du lot. Mais bon, voilà, je m'entraîne pas pour être deuxième non plus. C'est juste que pour le moment, c'est comme ça que... Ouais. Du coup, tu arrives à te qualifier pour les demi-finales à Berlin. Ouais. Est-ce que... Là, j'étais à Cholet. Elle a encore changé entre-temps. Ah, j'ai énormément bougé. Donc du coup, Cholet-Berlin. Donc moi aussi, j'étais à Berlin. Est-ce que toi, c'est ta première grosse compétition avec autant de monde dans une salle? Ah non. En athlétisme, championnat de France, t'as quand même du monde. Hein, j'ai fait hivernaux, estivaux, donc ouais, non, j'ai pas vraiment ressenti ça. Et j'ai pas du tout été impressionnée, si tu veux ça. J'ai pas été impressionnée non plus d'être contre des personnes comme Sarah Simone de Tir, je crois qu'elle était là. Hein. Oui. Ouais, Annie. Et Annie, j'ai ressenti un charisme en elle qui m'a surtout énormément inspirée. Ah, je me rappellerai toujours, elle était sur son éco-bike, elle fermait les yeux, on dirait qu'elle méditait, tu vois. Et je me suis dit, ouais, il y a un petit monde d'écart quand même. Il y a un petit gros monde d'écart. J'ai un souvenir d'avoir regardé le dernier hit des femmes, du coup pour la gagne pour les CrossFit Games. Et vraiment, les 10 femmes faisaient 1m80, ouais. Bodybuildé, enfin, c'était vraiment impressionnant à voir. Je sais pas, parce que toi, tu te dis à ce moment-là... Physiquement, je suis pas encore au niveau? Absolument pas. Moi, il a fallu que, du coup, Johan me dise vraiment, il faut que tu prennes du poids. Hein. Moi, je sais pas, comme j'ai dit, j'ai jamais fait le CrossFit pour le physique. Donc, c'était vraiment pour la performance. Mais par contre, tu le vois. Je veux dire, sur la performance, je veux dire, c'est écrit, quoi. Je veux dire, les 10-15 premières, c'était bien au-dessus. On va pas se mentir. Mais j'étais pas impressionnée. J'étais pas impressionnée d'être au semi-finale. Je crois même pas que j'avais conscience de ça. Je pense que j'ai pas vécu la meilleure expérience pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, financièrement, c'était très compliqué. Une semaine avant les Berlins, on n'était même pas sûr de pouvoir y aller. Ouais. Ah là, moi, j'ai vécu... j'étais très nerveuse à l'entraînement parce que j'étais en train de m'entraîner comme une folle. Et puis, il y a une prépa quand même après, derrière ça. Il y a quand même un stress qui arrive, il y a une prépa. Et moi, j'avais le stress en plus de me dire, mais je suis en train de me mettre dans le rouge vif complet. Et puis, c'est pas pour autant que je pense en plus être dans les 5 premières, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'était très compliqué. J'avais aucune vie, j'ai aucun sponsor. Hein, c'était très dur. Est-ce que l'aspect du coup des sponsors est plus qu'important dans... Et bien sûr. C'est quoi l'anecdote à Dubaï? Je m'entendais très bien là avec les Australiennes. Il y a une Australienne qui est venue me voir qui m'a dit, est-ce que tu travailles? Je fais pas. Ouais. Elle me dit combien à peu près? Je fais, je travaille à peu près entre 30 et 35 heures par semaine. Elle me fait, waouh! Plus tu t'entraînes tous les jours. Je fais, ouais, je m'entraîne 2 fois par jour. Elle me dit, tu sais quoi? J'ai demandé à tout le monde, je crois qu'on n'est que 3 à Dubaï là, à ne pas être professionnel ou au moins semi-pro, quasiment juste à coacher un petit peu par exemple. Tu vois? Chose qui serait génial, tu vois. Et dans ces 3-là, les 2 autres étaient derrière moi, je crois, sur le leaderboard. Je crois que c'était des Australiennes aussi. Et du coup, on en parlait un petit peu ensemble. Ça faisait du bien d'avoir une personne aussi comme ça, avec qui tu peux en parler et te dire ouais, c'est con, tu rentres chez toi le soir, en fait. Attends, faut que tu fasses à manger. En fait, c'est pas juste le fait de travailler, c'est le fait que ça demande de l'énergie. Mais bon, écoute, quand tu sais ce que tu veux, voilà, je suis là, je vais pas me plaindre, mais c'est tout ce qu'il y a derrière. Et moi, je suis seule maintenant. Donc, faut que je fasse à manger, faut que je fasse le ménage, faut que je fasse... Non, c'est des choses de la vie de tous les jours. Ouais. Ça prend du temps. Sauf que moi, j'ai mes entraînements en plus qui me prennent entre 4 et 6 heures par jour. Plus, je suis censée manger... préparer... En fait, c'est de la préparation. C'est un stress que j'ai en permanence. Que j'ai en permanence, depuis que je suis arrivée sur Lyon, je pense. Quand même. On y reviendra après. Mais je voulais parler de cet aspect sponsor. Mm-hmm. Est-ce que tu penses, vu que tu es arrivé il n'y a pas trop longtemps dans le CrossFit,
euh, que les marques s'intéressent plutôt à l'aspect influence que performance. Ah oui, forcément, parce qu'il y a le côté physique qui est très important, il y a les réseaux sociaux, il y a le paraître, on va dire, le paraître plus que le physique. Maintenant, je pense que les meilleurs restent les meilleurs et tu prends une Tia, je parle de Tia, mais on n'a même pas besoin de parler de Tia, tu prends même une personne qui est très performante, elle aura quand même un sponsor. Mais après, qu'est-ce qu'elle a une performance? C'est ça que je veux dire. Parce qu'au final, quand on est qualifié comme moi, 2 fois d'affilée aux semi-finales, est-ce que c'est déjà de la performance? Tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que la Pour moi, c'est performance... de la performance. Merci. C'est gentil, mais où est-ce que c'est aller aux Games? Tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est sûr que c'est un gratin, tu vois, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est sûr que c'est frustrant, on va pas te mentir, parce que j'ai une notion de mes capacités. Je me dis, t'imagines qu'en travaillant autant, mais si je travaille, c'est juste parce que j'ai pas de sponsors qui me permettent d'avoir comment dire, un salaire. Mais t'imagines sans travailler? T'imagines le temps, le temps même pour toi, le temps pour toi, tout simplement, en fait. Est-ce que ça t'est pas déjà traversé l'esprit de te dire, bah, je vais baisser un peu mon entraînement pour passer plutôt au côté influence et essayer d'aller faire les plus petites compétitions et essayer de gagner les cash prize? Ah non, pas du tout. Après, c'est deux choses différentes. Évidemment que là, je vais commencer à faire des plus... Cette année, oui, je pense que je vais viser des compétitions pour avoir des cash prizes. C'est clair, j'en ai besoin, en fait, à un moment donné. J'ai besoin de changer de voiture, j'ai besoin, enfin, tu vois, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de vivre. Et à un moment donné, je peux... Voilà, oui, j'ai besoin de ça, ouais. Et puis, je suis persuadée quand même que ça viendra. Après, c'est sûr que il y a eu un moment donné, pendant 2 mois, j'ai tenu un boulot où je finissais à 2 heures du matin, là, sur Lyon. Enfin, j'arrivais chez moi à 2 heures du matin et je me réveillais à 7h30 le matin pour aller m'entraîner. J'ai fait ça pendant 2 mois. Un jour, j'ai cru que je courais et mon corps, il m'a dit stop. Et le coach, il m'a regardé, il m'a dit là, il va falloir faire un choix. Et mon choix était que bah, j'aurais moins d'argent, mais... Est-ce que tu penses qu'il y a un manque de... Alors, surtout dans le CrossFit, je pense, en tant que créateur de contenu, photographe, photo, vidéo, il y a un manque de visibilité chez les femmes dans la performance comparé chez les hommes. Les marques vont plus s'intéresser aux hommes qu'aux femmes. Ah, mais moi, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Par contre, j'ai le sentiment que oui, il y a un problème par rapport à quand même ce qu'on peut... je pense qu'il n'y a pas vraiment de visibilité sur ce qu'on fait. Et aussi, on ne connaît pas du tout les personnes. Je pense que les personnes ne me connaissent pas du tout. Donc, c'est normal que aussi les sponsors se disent bah, pourquoi est-ce qu'on sponsoriserait une femme comme Margot qui vient d'arriver Enfin, il y a 2 sentiments. Parce qu'il y a ce côté où je me dis justement, je suis arrivée en CrossFit il n'y a pas longtemps. J'ai quand même pu directement euh, faire des compétitions internationales. Je trouve ça bizarre que, tu vois, il n'y ait pas eu plus d'engouement par rapport à ça. Et en même temps, il y a ce côté, oui, mais on la connaît pas. Et puis, moi, je vais pas vous mentir, quand on me connaît pas en compétition, je suis pas le genre de personne sympathique au premier regard. Tu vois ce que je veux dire? Je sais ce que je veux. Tu vois, je suis là pour la performance. Je suis pas méchante. Et en même temps, ouais, quand je suis en compétition, bah, je veux dire, dès que ma compétition est finie, ça y est, c'est la Margot, la vraie Margot. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je suis en compétition, c'est pas que j'ai un personnage, mais donc je me rappelle quand, par exemple, j'étais aux affiliates, j'ai fait l'insolation. Tu vois, impossible pour moi de le montrer. Je vais pas montrer ça à mes adversaires. Je suis restée forte. J'ai fait comme si de rien n'était. J'ai vomi mes tripes pendant 45 minutes. On est rentré à l'hôtel. Yo m'avait dit, bah, écoute, tu verras l'échauffement du deuxième workout et tu verras si tu vomis encore. Si tu vomis, bon, bah, de toute façon, le Samy m'avait dit d'arrêter, hein. Il m'avait vu vomir mes tripes, il laisse tomber. Ils m'ont dit, bah, c'est une insolation, voilà, que vous faites. J'avais tous les symptômes. Le lactique qui est monté d'un coup. Ch'toum. Il m'a dit, par contre, si tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais. Tu le fais pour gagner. C'est ça. Mais j'en ai parlé à personne. Juste après la compète, j'ai dit, ah, en fait, je me sentais quand même pas très bien, hein. Mais je l'ai pas dit avant. Ça, c'est peut-être un truc depuis toujours, tu veux pas montrer tes faiblesses, donc là, c'était sûrement pas le moment de le montrer. Juste que c'est pas en compétition que tu vas montrer tes faiblesses. Je veux dire, on a tous des trucs. Et moi, c'était une insolation. Ça se trouve, il y avait elle avait ses règles, ou je sais pas, elle avait perdu plus de sang que d'habitude, ou je sais pas, oui, peut-être qu'il y en avait une, peut-être qu'elle a fait une insolation aussi, tu vois ce que je veux dire. Et puis, si tu commences à parler de ça, tu commences à mettre des mots dessus, donc du coup, tu commences à y penser. Moi, je voulais oublier. C'est fini. C'est bien. Je voulais revenir sur les demi-finales de Berlin. Tu te rappelles un peu de ton résultat ou pas? Ah, pas trop. Je t'avoue que
C'est surtout dans l'aspect de comment tu te sentais après cette compétition, où tu te dis, bah, j'ai peut-être pas autant performé que je pouvais, Ouais. mais je viens d'arriver dans le CrossFit depuis pas longtemps, donc c'est quand même déjà une belle performance. Ouais, en fait, j'étais très dure avec moi-même. J'ai pas l'impression d'avoir vécu le présent, le moment présent. Faut faire très attention quand on est athlète, d'être vraiment dans le moment présent. Et là, pour le coup, j'ai fait cette erreur. À peine, puis j'ai été dure, hein. Je suis pas non plus facile à. J'ai quand même mon caractère aussi, etc. Je me rappelle que j'étais avec Renato, The Programme à ce moment-là, et je me rappelle en plein pendant l'échauffement, lui avoir dit mais non, je veux que ça soit Yo qui soit là. En fait, c'était celui qui me connaissait le plus à ce moment-là. C'était dur hein, quand même pour lui d'entendre ça, tu vois ce que je veux dire? J'ai énormément de mal à donner confiance à quelqu'un. Flo, je lui donne confiance. On va y venir. Ouais. Après 2023, tu pars en compétition à Miami, et a priori c'est là que tu rencontres Flo. Comment ça se passe un peu la rencontre? Hyper naturel, en vrai, il y a pas de c'est pas enfin, c'est Flo, hein, il est vraiment, c'est une personne très très naturelle, voilà. Et moi, quand on me connaît, moi aussi. C'est assez drôle parce que je mets beaucoup de maquillage et tout, mais en vrai, c'est comme ça aussi. Donc, c'est ces deux côtés-là. Et c'est pas, ça se fait aussi facilement que ça aurait dû se faire. C'était une évidence. Ouais, en fait, je pense que les planètes se sont alignées. C'était le moment pour moi, à un moment donné, je savais que je voulais un coach avec moi. Je savais euh, comment dire, c'était bien que ce soit aussi une personne extérieure à ma vie personnelle complète. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que j'apprécie beaucoup avec Flo. Ça n'empêche que c'est une personne que j'apprécie beaucoup, mais voilà, c'est mon coach, quoi. Il y avait aussi cet aspect de rejoindre une box de CrossFit avec des très bons éléments Aussi. à Ouais. l'intérieur. Bah oui, je me suis entraînée seule. Il y a des fois où je m'entraînais les dimanches, parce que j'ai été avec un Rock Payoff aussi, et je m'entraînais les dimanches seule, sans rien, du matin au soir, sans savoir si ce que je fais, j'ai aucun repère, quoi. Là, tu as tout de suite une personne à côté qui a un niveau international et tu sais si tu es dans le juste ou pas. Ouais, et puis c'est surtout que moi, je n'aime pas ne pas gagner, ça c'est sûr. Et je pense que quand tu as envie d'être un champion et que quand tu as cette âme-là, bah, tu es tout le temps comme ça, tu vois. Et c'est heureusement d'un côté, tu vois. Mais par contre, je ne veux pas être première parce que, comment dire, je suis avec les moins bons. Tu vois ce que je veux dire? Je préfère même être dernière avec les moins bons que première avec. Être dernière avec Non, les très bons. voilà, je préfère être dernière avec les meilleurs que première avec les moins bons. Donc pour moi, être avec des personnes. Et puis, attends, on va pas se mentir, le CrossFit, faut être bon en tout. C'est impossible que tu me mets dans un groupe, c'est impossible que ce soit moi qui sois meilleure que tout le monde dans tout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, et c'est génial. Parce que c'est que comme ça que je peux progresser. Donc tu déménages à Lyon, encore un déménagement. Waouh, j'ai compté, hein, j'ai une vingtaine de déménagements. Et du coup, cette arrivée à Lyon, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie personnelle, mais aussi d'athlète? Ça a été un gros changement quand même. Parce que j'ai tout quitté pour venir ici, dans une ville qui ne me tient pas à cœur. Je veux dire, T'es venu je mets un pour peu le de travail. l'océan au soleil, il n'y a pas de souci. En plus, je pourrais surfer quand je voudrais, ça serait. Voilà, mais Lyon, c'est pas. Je me suis jamais dit un jour je vais aller sur Lyon. Tu vois. Mais par contre, je sais pourquoi je le faisais. Et je m'attache à ça, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je veux donner la chance de faire confiance en Flo, tu vois. Et, et ça me fait du bien quand même d'avoir une stabilité. Là, j'en ai besoin. En tant qu'athlète, t'es obligé d'avoir une stabilité. Tu peux plus, à un moment donné, c'est pas possible. C'est pas sain non plus, tu vois, je veux dire. Par contre, ça veut dire que je suis quelqu'un qui m'adapte bien. Ah, ça, c'est clair. Ouais. Mais à quel point, tu vois, là, j'avais besoin d'être stable. Ce que j'ai très, très mal vécu quand même, par contre, à Lyon, au début, c'est que j'ai mis 8 mois avant de trouver un appartement. Ce qui est pas si mauvais que ça, hein. Mais du coup, j'ai vécu dans des Airbnb énormément. Comparé à l'Australie, hein, parce que je l'ai vécu aussi, on peut se retrouver à la rue et Ah, le soir même avoir un appartement. en Incroyable. Australie. Puis tu gagnes bien ta vie, hein. Ah oui, c'est... Donc, ah oui, oui, moi en Australie, j'ai eu beaucoup moins de mal à trouver un appartement. Beaucoup moins de mal. Oui, je pense que tu as eu raison, hein. Je pense qu'en une journée, j'ai trouvé Oui, un ouais. appartement. Je l'ai vécu, hein. Le Ouais. matin, on devait quitter un appartement. Dans la journée, j'en avais pas encore.
Et à 17h, on m'a dit, ah bah c'est bon, tu peux aller là. Oui, j'ai jamais pris d'hôtel. Ouais. Tu vois. Alors que ici, je me suis déjà posé la question. Hein. Ouais. Airbnb, on n'avait pas énormément et tout. Donc, c'est de l'argent aussi que tu mets. Puis du coup, il a fallu que je travaille encore plus. Tu vois, parce que forcément, tu as un loyer à payer qui est quand même assez cher à Lyon. Ouais, je me suis retrouvée quand même ouais, À galérer à galérer. Ouais. sur cette année 2024. Du coup, l'objectif, pareil, de retourner aux semi-finales. Ouais. Cette fois-ci, encadré, Ouais. entre guillemets, de A à Z, avec des éléments autour qui visent les mêmes choses que toi. Ouais. Qu'est-ce que ça change? J'étais encore en Airbnb, donc il y avait encore des aspects quand même qui étaient dans ma vie qui n'étaient pas encore assez stables, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, déjà, j'avais fait le pas de venir sur Lyon. Ça faisait déjà 3 mois que je m'entraînais sur Lyon. Je m'en souviens pas de moi. J'arrivais en avril. Enfin, en tout cas avec Flo. Et donc ouais, c'était cool de pouvoir faire les semi-finales déjà chez nous. Déjà, financièrement, c'était quand même beaucoup mieux. J'habite à 9 minutes à ce moment-là de la salle. Est-ce que, pour y être allé aussi, est-ce que c'est peut-être, en termes d'émotion, la compétition qui t'en a apporté le plus de toute ta carrière ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Et je m'excuse hein, s'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, etc. Moi, ça a été... il y a quelque chose qui a été dur pour moi. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, il y aura toutes les personnes de ta famille qui pourront venir. Je leur en veux absolument pas, mais vraiment pas, parce que je sais qu'ils n'ont pas pu. Mon papa a énormément de problèmes de santé. Et il n'a pas pu venir, ma maman n'a pas pu venir non plus. J'ai eu personne de ma famille qui est venue. Pour moi, c'était dur, psychologiquement, du coup. Parce que je me suis dit, je suis en France, c'est mes semi-finales, et mes parents n'ont pas pu venir. Mais je sais qu'ils m'ont suivi, je sais qu'ils sont là, je sais que sans leur aide, même, parce qu'il faut voir que financièrement, ils m'ont quand même aidé pour que je puisse tenir aussi les Airbnb, etc. Mais ouais, ça a été quelque chose que j'ai vu tout le monde avoir leur famille venir les voir. Et inconsciemment, Tu t'es dit ça va être une fête et potentiellement, ouais, et alors voilà, ça a un peu gâché la fête de se dire j'allais être entouré des miens, j'allais peut-être donner le meilleur que je puisse donner de ma carrière. j'aurais voulu qu'ils ressentent cette émotion qu'on peut avoir seulement je pense, quand on est dans une compétition. Mais je sais qu'ils étaient derrière moi, c'est pas voilà. Mais puis en même temps, on n'était que deux Françaises, mais j'étais pas non plus la favorite par rapport à mes performances déjà non plus. Et je pense qu'on m'a beaucoup soutenue, c'est sûr. Mais en compétition, d'un côté, tu es dans ta bulle, tu le vois sans trop le voir. Et je me suis aussi blessée à la fin, donc il y a aussi ce côté-là. Par contre, j'ai quand même j'ai vraiment préféré par rapport à mes premières, ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup mieux performé. J'ai pu montrer quand même. J'ai quand même commencé la compétition pas très bien. Hein. Le premier WOD, j'étais censée faire un bon top et je fais 20e, je crois. Donc j'étais quand même déçue. Mais j'ai montré que mentalement, tout le travail que j'ai fait, il a marché. C'est-à-dire que je suis restée dans ma compète. Ça a pas, comment dire, impacté ma deuxième journée. Chose que à Berlin, ça m'aurait Ouais, tu impacté. peux. Je serais rentrée le soir, je pense que j'aurais été insupportable. Non. Non, j'ai complètement changé par rapport à ça. Donc ça, je suis hyper contente. Pour moi, cette semi-finale-là a montré que psychologiquement, en compétition, j'étais apte à avoir du haut niveau. Chose que je n'avais pas avant. J'avais peut-être physiquement la capacité parce que je m'étais qualifiée, mais j'étais pas prête à ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, les gens ont été incroyables, les gens ont été super gentils, etc. Mais moi, pareil, le samedi matin, ma voiture tombe en panne. Toi, il y avait plein de choses comme ça. Tu sais, genre, je suis arrivée, j'ai dû prendre un Uber, le samedi soir jusqu'à minuit, j'ai dû m'occuper pour ma voiture, parce que le lendemain, j'avais pas de voiture. Plein de choses. Donc, on s'est arrêté, et Flo m'a regardé, il m'a dit, je veux que tu te stabilises, je veux que tu prennes soin de toi, je veux que tout ça, ça n'existe plus. Et moi aussi, mais d'un côté, c'était frustrant, parce que je disais, mais c'est pas ma faute, je n'ai pas voulu. Donc voilà. Mais ouais, non, j'ai quand même beaucoup aimé par rapport au fait qu'il y avait des gens qui étaient là. J'ai senti aussi la foule, c'était cool. Mais bon, ouais, j'ai préféré les Dubaï en termes de... Pour moi la compétition que j'ai le plus préférée.
On va parler des Dubaï, donc la dernière compétition que tu as faite récemment. Tu peux expliquer un peu le système de qualification pour arriver au Dubaï? Quasiment un mois, je dirais 3 semaines et demie. On avait 3 workouts. Voilà, donc C'est long, c'est quelque chose qui se fait online Ouais, et ils prennent que les 20, enfin les 30 premières. 28, je crois. 28? Ouais, 28. Ouais, c'est ça. 28 premières. Ouais. Les Dubaï, ça a été pour moi la compétition, pour le coup, que j'ai préférée. En termes de que je me suis vraiment exprimée. J'ai l'impression que bon, je sais pas, il y avait un tout qui fait que il faisait chaud. Je sais pas, j'ai vraiment aimé. Il y avait pas beaucoup de monde, c'est sûr qu'il y avait personne dans les gradins, mais t'es au courant, c'est parce que tu sais que le Dubaï c'est comme ça. On me l'avait déjà dit, donc bon, écoute. Parce que c'est quand même déjà une belle performance de se qualifier au Dubaï. Oui, bien sûr, et encore plus avec ce que j'ai vécu. En fait, moi, ça a été un peu comme je t'ai dit, ma revanche personnelle par rapport à ça. Ça a été de me dire, je m'en fous de la place que je fais, même si je suis qualifiée première ou dernière, mais je veux y aller parce que je veux montrer que cette personne n'a pas eu raison de moi et que je suis plus forte que ça. À quel prix quand même? À quel prix? Il n'y a pas, parce que du coup, comme vu que ça se passe juste avant, il n'y a pas des moments pendant les workouts où je te dis des idées un peu noires qui passent. C'est la première semaine de qualif. euh, Flo et Kako, ils comprennent qu'il y a un truc. Et Kako, elle me voit partir. Donc Kako, Carole Castellani, Ouais. qui est honneur de CrossFit Jeunesse. Qui est la femme de Flo, du coup. Et qui a fait les Games en Master et qui a fait les Games, une des seules. Une des seules, j'ai dit. Ouais, merci. Et, euh, et ouais, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Putain, c'est encore une situation dans laquelle tu te dis qu'est-ce que je fais. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent en moi. Je ne dormais plus, j'avais des crises de panique. Mon corps réagissait pour moi. Donc en fait, je me suis mis en alarme. Je pense que j'étais vraiment en survie, en mode survie. Et c'est pour ça que je te dis à quel prix. Parce que j'en ai bouffé comment dire, j'en ai payé les frais après, quand tout ça c'était fini. Aujourd'hui, ouais, c'est pas facile, quoi, mais ça va aller. Comment on se remet d'une compétition parce que pour le commun des mortels, on n'a aucune idée de ce que c'est une compétition de CrossFit. Je pense que ton corps, pendant quelques jours, voire peut-être quelques semaines, est HS. Mais moi, j'ai pas vraiment ça. Parce que, enfin, là, là, c'est biaisé, du coup. Parce que moi, ça a été vraiment le contre-coup total de tout, en fait. C'était pas vraiment, physiquement, j'étais bien. Je pense que j'ai vraiment une capacité de pouvoir faire énormément dans un laps de temps. J'arrive à me mettre dans une bulle, j'arrive comment dire, euh, pendant 4 jours, à me défoncer sur des workouts sans être fatiguée. Même si je suis fatiguée, j'y pense pas. Parce que je me dis toujours, tout le monde est fatigué, tu vois. Par contre, tu vois, la dernière journée, j'ai fait de la merde. J'ai pas du tout apprécié ce que j'ai fait sur les workouts. Il y avait de la fatigue pour le coup, tu vois. Mais moi, je l'ai pas ressenti tant que ça physiquement. C'est juste que c'était là parce que les résultats le montrent quand même. Est-ce Tu que vois. le stress te fait tenir? Peut-être, ouais. Moi, j'aime bien la pression. Plus tu me mets de la pression, en général, mieux c'est. C'est toujours été comme ça. Je pense que tant mieux. Mais je pense que quand t'es athlète, il faut savoir gérer la pression. Tu vois. Par exemple, le fait que c'était à Lyon les semi-finales, par exemple, est-ce que ça m'a mis de la pression? Moi, c'était grave bien. Je suis cool. J'aime bien ça, tu vois. Ça m'a pas. Puis, j'avais pas vraiment cette pression par rapport aux autres Français. Je suis vraiment la Française qui était la moins. Je pense que la moins connue. Ouais. Tu vois, on va pas se mentir. On va dire les choses Oh, telles qu'elles sont, tu vois. Je sais même pas si tout le monde. Je pense pas que tout le monde me connaissait à ce moment-là. Qu'est-ce que je te dise? Et du coup, voilà, mais. Ouais, non, après une compétition, moi, je suis d'attaque. À chaque fois, Flo, il me dit calme-toi, calme-toi, mais je suis d'attaque à reprendre 2 jours après. Il faut vraiment me canaliser, moi. Je suis une boule d'énergie. Est-ce qu'on pourrait faire un constat au bout de 4 ans de CrossFit? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce qui te manque? Et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour arriver au Graal, les CrossFit Games? Déjà, je vais prendre soin de mon mental. Déjà, je pense que je me suis vraiment mis de côté par rapport à ça. Et là, cette année, il va y avoir. Ça va être peut-être un peu lourd par rapport à ça, mais je pense que c'est des choses qu'il faut que je fasse et que je mette en place. J'ai décidé d'en parler et déjà à des spécialistes et je pense que ça peut vraiment m'aider. C'est prépa mentale ou psychologue? Prépa mentale, moi. Prépa mentale. Et là, je vais avoir un psychologue, c'est sûr. Avec ce qui m'est arrivé, de toute façon, le fait que tu portes plainte, t'as forcément un psy aussi qui va arriver. Donc, et c'est bien, honnêtement.
Et je le conseille à toutes ces personnes à qui c'est arrivé de ne pas prendre autant de temps que moi j'ai dû le prendre, de le faire avant. Et donc, du coup, il y aura déjà cet aspect mental auquel je veux vraiment prendre soin. Euh, physiquement, en fait, je sais que comme ça a toujours été mon échappatoire, je sais qu'aujourd'hui, j'en suis très reconnaissante parce que je sais que c'est l'endroit où je me sens bien quand je m'entraîne. Après, c'est sûr qu'il y a des jours que c'est pas évident. C'est pas évident dans le sens où les entraînements sont durs. Enfin, il y a des choses qui sont... Voilà, il faut dire la vérité aussi. Il faut arrêter de dire ah, moi, c'est la motivation qui me permet de me lever tous les matins pour un entraînement. Mais c'est complètement faux. Un athlète... Discipline. Mais bien sûr, c'est la discipline. Bien sûr, c'est la discipline. C'est ce que je leur dis, les gars. Ça arrête de dire ta motivation. Moi aussi, je suis motivée. Et comme il dit mon coach mental, la motivation, c'est ça va, ça vient, etc. La discipline, c'est toi qui la gères. C'est toi qui contrôle cette émotion. Et c'est pour ça aussi que, par contre, quand je rentre dans une salle de sport, là, je m'ouvre à vous. Là, je me suis... Ouais, c'est quand même... je vais montrer une vulnérabilité. Mais quand je suis dans une salle de sport, je suis un robot. Il n'y a pas d'émotion. J'ouvre la porte, je fais bonsoir. Et ça peut arriver ces derniers temps où c'est vrai qu'il y a eu un moment donné, par exemple, comme j'ai dit, au CAIF de Dubaï, où il y a eu une semaine où c'est un peu, je pense qu'on peut comprendre. Par contre, la semaine d'après, c'est bon. J'ai ouvert la porte du gym, j'ai fait c'est mort. Là, je vais pour ma qualif et il n'y a rien qui va m'enlever. Et je l'aurai. Et je savais que j'allais l'avoir. Est-ce que c'est une obsession, le CrossFit, ou pas? C'est-à-dire que tu y penses tout le temps? Le CrossFit et l'excellence même. Ouais, l'excellence, je dirais. Parce que je pense que tu me mets dans n'importe quel sport, tu me mets demain en MMA, je pense que je serais pareil. Peut-être un jeu. L'excellence. Et forcément, le CrossFit, c'est une passion, comme la gym au final, que j'avais pas eu en athlétisme. Donc j'avais quand même l'obsession d'excellence, mais comme t'as pas la passion, il y a des moments où, quand même, tu vois. Là, ouais, clairement, je suis obsédée, je pense que par ça. Je pense que je peux pas être comprise par tout le monde. Et c'est normal, et j'en suis très contente. J'ai pas envie d'être comprise par tout le monde. Je pense que c'est bien d'être différent, et je pense que dans un monde où tout le monde veut être un peu pareil, c'est, je pense, bien en tant que femme aussi, homme aussi, hein, je veux dire, d'avoir sa propre personnalité, de savoir qui on est, et de pas avoir peur, en fait, d'être différent. Je pense que aucune personne normale fait des choses incroyables. Je pense que si tu veux faire des choses incroyables, il faut avoir le côté un petit peu aussi foutiste de ce qu'on peut penser de toi et à fond dans ce que tu fais. Tu te vois où dans 5 ans? J'aime beaucoup le cinéma. Donc c'est vrai qu'en fait, quand j'étais à Paris, j'ai dû choisir entre le cinéma et le sport. Et je choisis le sport. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai 34 ans du coup. Dans 5 ans, 34 ans, je sais pas si je ferai encore du CrossFit. Peut-être. Est-ce que tu t'es donné une limite en disant... Je préfère me le garder pour moi, mais oui. Ouais, non, mais tu Ouais, te dis, je j'arrive pense que c'est important d'avoir un time cap et c'est important en fait. Enfin, je veux dire, sinon tu vas à l'entraînement, tu dis oh, c'est pas grave, dans 15 ans j'y suis encore, arrête. Non. Et il faut savoir où est-ce que tu vas, il faut savoir combien de temps tu te donnes. Et ouais, je pense que c'est vraiment important et ça a toujours été clair pour moi là-dessus, dans le CrossFit. Après, je suis ouverte aussi, c'est-à-dire que c'est pas non plus, comment dire, c'est pas parce que j'ai décrété que ça allait être comme ça que ça allait forcément être comme ça. C'est bien d'avoir une vision là-dessus. Dans 5 ans, du coup, peut-être que du coup, j'aurai déjà mon premier rôle en cinéma. T'auras peut-être encore déménagé. Non, oui, en vrai, j'espère parce que j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de soleil. Et, j'aime mon pays, mais je suis vraiment ouverte à ça. Je sens que Margot, elle va finir à Biarritz. Je sais pas pourquoi. À Biarritz, il pleut souvent par contre. Il y a du surf. Oui, il y a c'est sûr, il y a des bonnes vagues. Mais il y a du bleu. Je sais pas encore. Mais on verra. Après, est-ce que je serai encore dans le CrossFit? Je pense que à ce moment-là, peut-être que je ferai autre chose, c'est sûr. De toute façon, je suis obligée de bouger. Puis, ça se trouve, je ferai du surf. On arrive plutôt vers la fin de l'interview. J'avais 2-3 petites questions à te poser. Est-ce que tu aimerais casser un préjugé sur toi? Qu'est-ce qui serait un préjugé sur moi? Toi, tu peux me le dire. Ton aspect froid d'extérieur, mais vu que je te côtoie depuis un an, il y a de la sympathie, tu vois. Tu peux parler, tu peux rigoler, tu vois. Il y a l'aspect compétition, poker face, Voile. et l'aspect extérieur qui est complètement différent de la réalité.
Bah, tu vois, tu l'as dit toi-même, au final, c'est toi qui as vu que j'étais pas forcément comme ça, et je pense que c'est plus intéressant que ce soit une personne externe que moi qui vais le dire, mais je pense que oui, forcément, je me suis créé une carapace et je, avec ce que j'ai vécu, je vais pas donner confiance facilement aux gens et c'est pas que je me donne un personnage, mais oui, je sais exactement ce que je peux faire, comment dire, pour préserver ma sensibilité aussi. C'est une force et j'ai appris ça. C'est-à-dire que ça fait 4-5 ans à peu près que j'ai appris à gérer, même un peu plus, que j'ai appris à gérer cette sensibilité. Et c'est vrai que pour la gérer, j'ai dû passer par ça, je pense. Et aujourd'hui, c'est une force, ma sensibilité, vraiment, elle me permet de faire des choses de fou. Vraiment, j'ai un instinct qui est énorme. Je, j'ai pas su, évidemment, sur certaines choses, l'utiliser pour moi-même. Par contre, je sais l'utiliser pour mes amis, etc. Et aujourd'hui, j'apprends à l'utiliser pour moi-même. Même pour le sport, je dis, d'être sensible, ça te permet d'apprendre des choses beaucoup plus facilement parce que tu as une notion de rapport avec ton corps, de sensations, de choses. Et voilà, mais ouais, j'ai dû forcément faire ça. Je pense pas que c'est. J'ai pas envie de le casser, c'est peut-être un préjugé, mais au final, les personnes qui me connaissent vraiment, ma famille, mes meilleurs amis, Ce que j'allais ils dire. vont me dire que je suis une fille super drôle, que, que je suis généreuse, et en fait, je trouve ça bien, honnêtement. C'est-à-dire que je préfère même que les gens ne me voient pas forcément comme ça, et que je sois vraiment, plutôt que les gens me voient comme une personne drôle, sympa, et qu'en fait, je le sois pas vraiment, au final. Si t'as vraiment envie d'apprendre à me connaître, bah tu verras. Je Parler. là. Tu vas pas manger. On va passer aux questions un peu d'Instagram qu'on a eues. La première, on nous demandait ce que tu pensais du nouveau projet World Fitness Project. Et tu peux l'expliquer aussi. Ouais. Le World Fitness Project, du coup, c'est Will Mourad qui a lancé ça. Et en gros, il y a 20 personnes qui ont signé pour être les pros. Et ensuite, il va y avoir des challengers qui vont essayer en fait, de gagner leur place par rapport aux pros via des compétitions. Il y en a 4, je crois, si j'ai bien compris. Et quand on est pro, on a un contrat et donc, du coup, on a un salaire. Je ne sais pas de combien, je sais pas, j'ai pas vraiment d'informations plus que ça. Mais déjà, moi, personnellement, je trouve ça génial. Je trouve que quand bah, tu as envie de professionnaliser ton sport aussi à un moment donné, d'autant plus une personne comme moi qui travaille autant, tu vois, clairement, j'aimerais bien pouvoir vivre de mes sponsors et je sais que je le ferai. Je sais que ça arrivera, mais du coup, pour moi, ce genre de projet, c'est l'opportunité de pouvoir donner un souffle nouveau à ce sport qui est nouveau et qui, je pense, a du mal à se trouver sur beaucoup de choses. Il y a plein de points où je suis pas d'accord. Je trouve que je suis passionnée par ce sport-là. Maintenant, je pense que on est au courant au dernier moment de plein de choses. Ils se rendent pas compte, je veux dire, toi, tu es athlète, tu as besoin de gérer aussi ce stress qui peut être de savoir qu'est-ce que tu vas faire de ton année, comment ça va se passer, etc. Des fois, j'ai l'impression qu'on a un peu des pantins, un peu, tu sais, dans des marionnettes, tu vois. Et ok, c'est une marque, ok, ils ont besoin d'argent, ok, c'est cool. Mais moi qui viens du milieu fédéral, de l'athlétisme, de la gymnastique, je trouve ça déjà aberrant que je me mets dans un rouge total pour pouvoir faire une compétition comme les semi-finales. Où tout le monde me dit, mais Margot, c'est génial, je suis trop pressée de te voir, oh là là, c'est incroyable, t'es trop forte, machin et tout. Pas ça, mais tu vois ce que je veux dire? Et à côté de ça, ouais, mais moi, je me mets dans le rouge total pour y aller, quoi. Est-ce que tu te rends compte tu vois, du mindset que tu crées avant même de partir dans une compétition où normalement, tu vas forcément être stressé, C'est tu ça. vois? Mais là, c'est un stress externe qui te crée. Et ça, je trouve ça pas normal, tu vois. En fait, je trouve ça, pour moi, ça, je comprends pas. En fait, j'arrive pas à comprendre. Je veux pas. Peut-être qu'avec cette compétition qui arrive, ils vont peut-être aussi reformuler leur compétition. Je pense qu'il va falloir qu'ils réfléchissent vraiment, hein, parce que là, il y a eu pas mal entre l'histoire avec Hazard, etc. C'est vrai que, on va pas se mentir, moi, j'ai pas du tout apprécié la façon dont ils ont géré les choses. Je pense que, humainement parlant, c'est pas bon. Après, aujourd'hui, moi, j'ai besoin de gagner de l'argent. Je m'entraîne tous les jours, donc oui, forcément, je vais faire les compétitions de CrossFit. Ben, demain, il y a un World Project comme ça qui vient et
propose ce genre de choses, je trouve ça super aussi, tu vois. Notre sport, il est nouveau. Je pense qu'il a aussi besoin de vraiment se connaître et de savoir exactement ce qu'il veut. Et voilà. Et je pense que aussi les CrossFit Games devraient aussi montrer un petit peu plus. Alors, c'est ok, c'est le sport santé, etc. Mais je pense qu'on devrait aussi montrer un peu plus ce que nous on fait en tant qu'athlète aussi. Parce que c'est des concessions, c'est des sacrifices, c'est du travail, c'est beaucoup de choses. Et je pense qu'on peut vraiment, sincèrement, donner de la. Comment dire, on peut. Même si une personne ne fait pas du crossfit à haut niveau, elle peut être inspirée par nous. Mais pas que par rapport au sport. C'est ça que je veux dire. En fait, c'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Moi, j'estime qu'on est une œuvre d'art. Genre, mais je sais, tu vas me dire, mais t'es folle. Mais si, on est tous différents, tu vois. On peut tous apporter quelque chose de différent à des gens. On n'est pas que athlète, tu vois. Et je trouve, tu prends un peintre, tu prends un athlète, tu prends un chanteur, un danseur. Enfin, c'est un athlète aussi, mais on est tous passionnés et on a tous des choses à transmettre de cette passion. Moi, je vois vraiment le critère d'athlète plus loin que juste le critère d'athlète. T'as tellement de choses à partager. Il y a l'aspect physique, certes, mais tout ce qui va derrière. Deuxième question qu'on a eue, du coup, ça parlait des sponsors. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes sponsors et si bien sûr tu es à la recherche de nouveaux et après j'apporterai ma touche aussi de ce que je pense du sponsoring et de la vision que les marques devraient avoir sur les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. J'ai toujours été avec Pixel et Ray-Ban depuis mes débuts. J'ai pas d'aspect financier avec eux. J'ai pas du tout d'aide financière, mais à part, par exemple, quand j'ai été prise, par exemple, aux semi-finales, ils vont m'aider un petit peu sur quand on doit payer la qualif. Oui. Ouais, il faut savoir que quand on fait une semi-finale, quand on fait les games, je suppose aussi, on me paye le fait d'accepter en fait l'invitation, Est-ce que tu peux comme dire, je l'ai fait à Dubaï. tu peux dire le prix? 350, je crois. Ouais, je crois que Ouais, c'est c'est ça. ça. Hein. Mm. Donc, pour vous dire, plus, après, tu as aussi les frais de transport, tu as les frais de tout ça. Puis, tu as le fait aussi que tu travailles pas pendant ce moment-là. Moi, je suis pas Ça, il faut professionnelle. te loger, il faut... Pas encore. Ça va venir. Mais ouais, donc du coup, forcément, moi, je sais que d'avoir des sponsors, ça changerait, je pense, ma vie par rapport à ça. Moi, ce que je pense des réseaux sociaux, parce que du coup, j'ai fait pas mal de contenu pour des marques, je pense qu'ils ont des athlètes, mais ils les mettent pas assez en avant. C'est-à-dire que tu veux vendre ton vêtement, je vais prendre une grosse marque, elle va vendre son vêtement, mais en fait, elle va pas te le vendre. Elle va pas dire acheter ce t-shirt-là. Elle va essayer de te faire rentrer dans son univers avec les athlètes professionnels par des pubs, Nike, Puma, Adidas. Alors, en fait, ils donnent l'envie par l'athlète de rentrer dans la marque et pas de dire je vends mes t-shirts, je vends mes shorts. Oui, et moi, je trouve qu'il y a aussi un aspect où, genre, ils font tous un peu la même chose. Tu vois, genre, c'est quoi l'intérêt de me montrer faire des butterflies au ralenti Alors, je veux dire, ça y est, tout le monde le fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Yeah. En même temps, je pense qu'il y a un aspect qui est même au-delà de tout ça, tu vois, faut même pas s'attarder qu'il y a des marques, je pense, de CrossFit, finalement, parce que nous, on est des athlètes, finalement, enfin, c'est ce que je dis, on va vendre même des athlètes CrossFit, on est athlètes. Et en plus de ça, on est capable de courir comme on est capable de pouvoir nager. Donc on pourrait en plus s'ouvrir à des marques tellement extérieures aussi même au monde de CrossFit. Et je pense qu'il y a une histoire à raconter derrière tout ça. C'est là où je voulais en venir. Et pour en avoir fait des vidéos, celle qui marche le plus, c'est quand on raconte l'histoire de quelqu'un. Mais vraiment, les niveaux de vue sont entre une petite vidéo de tu vas faire ton CrossFit, on va avoir des mouvements, et une vidéo où tu vas parler. C'est-à-dire qu'on va mettre le texte, il va y avoir de l'engagement derrière. Et puis ça veut dire quoi une vidéo de CrossFit? Je veux dire, tu fais des barres muscle-up, ça se trouve, tu fais une série de 10. Bah, moi aussi, je peux te les faire en je sais pas combien de secondes. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, c'est un peu... C'est pas que c'est... faut faire attention en plus à ce qu'on voit sur les réseaux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que vraiment, si j'ai un conseil à donner aux gens, je sais que moi, c'est quelque chose où j'adore utiliser Instagram, j'adore utiliser les réseaux sociaux parce que je suis très à l'aise avec ça. J'ai toujours été à l'aise avec la caméra. J'ai fait du cinéma aussi. Donc, tu vois, genre, pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. Mais par contre, j'ai un grand mais. Si on regarde
on peut faire le truc si tu veux. Comme ça, je ne fais pas que parler. Si on regarde comment dire, sur mon Insta, comment dire, les publications, comment je peux dire ça, tu sais, mon fil Insta, bah, on verra que j'ai quasiment rien entre suite. Alors, j'ai des félins. Ouais, c'est le félin. Je vais avoir du sport en général, je vais avoir des trucs de mindset, je vais avoir de la nourriture, je vais avoir vraiment de tout. Parce qu'au final, faut faire attention. Faut pas. Moi, si demain j'ai envie de te faire croire que je suis à Bora Bora, je te le fais. Hein. Je prends une vieille photo de moi quand j'étais à l'aéroport, je me mets en maillot de bain à côté de quelque chose et je te dis, c'est bon, je viens d'arriver à Bora Bora. Tout le monde va croire que je suis à Bora Bora. Quand tu as notion du fait que tu peux faire croire ce que tu veux, bah tu sais que tu peux montrer ce que tu veux et d'un côté, tu sais aussi que les gens peuvent montrer ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai essayé de montrer une partie de moi un petit peu plus, je pense, sincère sur le fait de comment je me sentais aussi. Je pense que s'il y a des gens qui ont lu entre les lignes, ils ont dû voir qu'il y a eu des choses qui se sont passées. J'arrivais pas encore à dire les mots, je pense que ça se fait naturellement maintenant. Mais je pense que c'est important de montrer de la sincérité et je pense que les personnes qui me connaissent réellement sur mon Insta me reconnaissent vraiment. Après, c'est sûr que c'est- faut en jouer dans le bon sens. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas. Aujourd'hui, les marques ont besoin de ça aussi. Il faut en avoir notion. Mais faut rester soi-même. Moi, la Margot qui a sur Insta, la Margot que tu as dans la vie de tous les jours, bah, tu vois, d'un côté, elle se ressemble aussi, tu vois. Sinon, c'est quoi l'intérêt de montrer un personnage? Est-ce que c'est pas aussi, par exemple, à toi, de montrer plus, enfin, de parler plus? En fait, je pense que Ouais. en parlant plus, tu vas potentiellement attraper plus de sponsors qui vont se dire, bah, elle est intéressante, elle a une histoire, elle est, entre guillemets, une gueule, tu vois, elle passe bien à l'écran, bah, on va Ouais, peut-être après, plus faut parler. savoir comment le faire, tu vois. Moi, c'est pas mon métier, ça. Ah oui, non, mais Tu vois? C'est pas mon métier de prendre une caméra et me dire salut les gars, aujourd'hui, je vais vous montrer un aspect de moi que vous connaissez pas, blablabla, que ça. Non, c'est pas vraiment. Donc, toi, il y a des personnes comme toi qui me proposent de faire ça, bah pourquoi pas, vas-y, on s'assoit et on voit ce que ça donne. D'ailleurs, on avait une trame et t'as vu, on voilà, prend pas du tout, absolument pas. Et voilà, mais je pense que. Parce que c'est naturel. Et je pense que c'est ça que les gens ils veulent à un moment donné. Et, et je pense que, voilà, je pense que sur Instagram, il y a beaucoup de choses qu'on peut donner à voir aux gens, mais en même temps, il faut faire attention. Je pense que si t'es pas. Encore une fois, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, qui est très jalouse, elle est dangereuse, sincèrement. Elle se rend pas compte, en plus, que derrière un écran, elle peut dire des choses malhonnêtes. Et entre femmes, je trouve ça encore pire, puéril, en fait, quand les femmes se montent le bourrichon les unes contre les autres. Si t'as un problème, dis-le-moi en face. Et puis, encore une fois, si t'as pas mon numéro, c'est que tu devrais pas avoir des problèmes avec moi. c'est ça. C'est que si tu me connais pas, tu vois, il y a pas beaucoup qui ont mon numéro. Exactement. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire, livre, série, film, documentaire, Un, récemment? un film que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est le film Match Point, de Woody Allen, avec Scarlett Johansson, parce que c'est une recommandation. C'est juste que moi, en tant que comme j'aime le cinéma, forcément, je te dirais d'un jour de regarder ce genre de film. J'ai pas une recommandation. Pour moi, j'aime pas comment dire, regarder une chose, genre un documentaire, et me dire je vais faire que là-dessus, etc. et tout. Je pense que l'intelligence d'une personne, justement, elle se fait savoir sur le fait d'être capable de prendre tout ce qu'elle peut de partout. D'où le fait que je pense vraiment que voyager te donne une forme d'intelligence. Mais à 100%. Moi, j'ai grandi en 2 ans et demi quand j'ai voyagé, bien plus que si je pense que je serais restée 15 ans dans le même endroit. C'est pour ça que je dis aux gens, mais ouvrez-vous en fait. L'intelligence culturelle, l'intelligence de tout. Moi, j'ai une amie iranienne qui m'expliquait déjà ce qui se passait en Iran à cette époque-là. Aujourd'hui, quand tu vois les infos, oui, bah, tu comprends encore plus. Il y a plein de choses. Et quand t'es pas chez toi, pas dans ta zone de confort, tu fais des choses que tu n'aurais pas été capable de faire, je pense. C'est ça. Tu n'aurais pas pensé être capable de faire. Est-ce que c'est un peu un lifestyle de se dire sortir de sa zone de confort? Je pense pas que c'est un lifestyle, je pense que c'est un courage. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le courage de le faire. Et ce sont des personnes d'ailleurs qui ont tendance à critiquer beaucoup et qui ont tendance à un peu. Enfin, moi, j'ai énormément de mal avec des personnes qui ont tendance à dire ah, t'as eu beaucoup de chance. Pardon. Mon billet d'avion en Australie, ah ben non, je l'ai payé, tu vois.
Ouais, mais en fait, il y a... Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est juste, tu penses que c'est comme, ouais, mais toi, t'as de la chance, t'es athlète. T'étais là quand je me couchais à 2h du matin et que je me réveillais à 7h30 pour aller m'entraîner. Ça, c'était juste après les semi-finales. Hein. Ouais. Ça, c'était là, cet été, je crois. Donc, tu vois, c'est quoi la chance pour toi, tu vois? Et je trouve que les personnes qui ne font pas ont tendance à beaucoup se dire, oh, mais moi, j'ai pas ça, j'ai pas ci, etc. Mais qu'est-ce que tu fais pour le faire, tu vois? Alors oui, il y aura toujours des personnes comme, je sais pas moi, Angelina Jolie, par exemple, qui avait déjà un papa qui était dans le milieu du cinéma. Forcément, oui, oui, c'est plus facile pour elle d'y être. Mais elle a quand même un talent, je veux dire. Et elle a travaillé pour ça, tu vois. Sinon, ça se verrait à l'écran. Oui, il y aura toujours des gens comme ça. Et alors? Mais il y a aussi des gens. Qu'est-ce que tu vois en fait? Tu vois le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, c'est ça. Soit tu restes là-dessus et tu te dis, du coup, moi, vu que je suis le fils, entre guillemets, de personne, de connu, ça m'arrivera jamais. Soit tu dis au contraire. Tu dis, mais il y a des gens qui ont réussi. Et pourquoi pas moi? C'est ça. C'est un peu la mentalité entre dire et faire, il y a un monde. Ouais, et puis je pense que tout est une question de perspective, de vue, de point de vue en fait. Tu vas donner la même expérience à quelqu'un, d'accord? Et ces deux personnes-là vont prendre cette expérience de façon différente. Il y a une personne qui peut dire, moi, il m'est arrivé ça dans ma vie, du coup, je vais sombrer dans l'alcool, je vais sombrer dans ça, etc. La vie est injuste, etc. Ok, l'autre, il va dire, ah, il m'est arrivé ça. Eh ben, je vais me prouver à moi-même que je vaux bien mieux que ça. Parce que ça me définit pas et que peut-être que si j'ai eu la capacité de pouvoir me relever de ça, je serais capable de me relever de tout. Ça fait un joli mot de la fin. Où est-ce qu'on te retrouve, Margot, sur cette année? Où est-ce qu'on me retrouve? C'est quoi les compétitions un peu qui arrivent? Alors, je vais faire des qualifs en live des affiliates déjà. Ouais. Donc, je vais parler d'affiliates. Je vais faire quelques compétitions en France. Il y a un super niveau aussi en plus là qui est en train de se dégager en Europe aussi. Enfin, ça commence à emmener pas mal de monde, donc je trouve ça génial. Et il y aura les Open qui vont arriver, il va y avoir tout ça. Et j'aimerais bien être challenger pour le World Fitness. Okay. Ça fait quand même pas mal de choses. Évidemment, moi, mon but là, ça va être de faire soit au French, soit encore en Espagne. Après, évidemment, les French, ça sera encore mieux, c'est à la maison. Enfin, je veux dire, c'est en France, j'aimerais bien les faire. Maintenant, il faut qu'on voit aussi avec Flo, il faut qu'on voit ce qui est le plus intéressant aussi. Et voir si on a encore d'autres à faire et essayer de pouvoir aller au plus haut niveau dans ça. Mais aussi, comme je disais, aussi de prendre soin de moi. C'est-à-dire de faire ce que j'ai à faire physiquement, d'être la meilleure athlète possible. Ça, c'est clairement ce que je veux. Et je pense que, sincèrement, ça peut me faire vraiment aller à un niveau au-dessus. De justement passer ce cap et de me dire, OK, je prends soin de moi. Et ces traumas, ils sont partis. Je les laisse partir. Je vais guérir de ça. Et je vais pouvoir vraiment me consacrer finalement à mon présent et à mon futur. Et une fois que tout ça sera parti... rien d'en parler là, toi, t'as envie de lâcher tout ça. Et je pense vraiment que ça peut être grave positif pour moi. Donc, on va voir comment ça va se passer. Mais je sais pas. Très bien. Si tu vas au French, Oui. nos amis du French Throwdown. Ah oui, franchement. Ce qu'on pourrait faire, si c'est possible, c'est de venir suivre Margot et parler un peu de l'événement, un peu en immersion pour voir comment ça se passe et comment tu performes là-bas. De faux. L'invitation est lancée. Ouais, ce sera un grand plaisir. J'ai vraiment envie d'aller là-bas, surtout que ça va être en France. Puis je suis différente maintenant. Je pense vraiment que je peux m'exprimer. Donc, ça va être cool. Bon. Merci bien, Margot. Je te remercie. Merci à toi. C'était un plaisir. De ce moment. Pour nous, c'était la grande première. Abonnez-vous, mettez la cloche. Le but, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible pour faire le plus de trucs possible. Il y aura des interviews, il y aura des immersions, il y aura un peu de tout. À la prochaine!